Bien. Alors, pour les deux dernières séances, nous avons eu l'occasion de faire en fait des séances concernant l'IA générative et le prompt engineering. Donc, on a vu des choses qui sont très intéressantes. En tout cas, forcément, c'est des choses. En fait, c'est des parties qui vont être encore approfondies, notamment l'année prochaine. Je rappelle juste que j'avais dans les séances passées, j'avais en fait expliqué ce que c'est les concepts de base de l'intelligence artificielle d'une manière générale. C'est des rappels. Et puis donc l'IA générative, le prompt engineering, et puis comment en fait exploiter les LLM, notamment les large language models, en utilisant en développant des applications basées sur Spring, notamment. On s'est intéressé à Spring AI parce que pour vous, c'est un atout qui est important du fait que vous maîtrisez déjà le framework Spring. Et donc, le fait d'utiliser Spring AI, ça va vous faciliter encore c'est-à-dire l'accès à cette technologie pour pouvoir doter les applications que vous développez avec des fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Donc, j'avais dit qu'en fait, il y a trois façons pour exploiter les LLMs. Il y a le few shot prompt, directement créer une application qui communique directement avec le LLM. Vous envoyez des prompts et après, vous avez des réponses. Et généralement, je rappelle juste que dans un prompt, il y a trois parties. Il y a system message. Il y a la deuxième partie, c'est few shot examples. Parfois, on peut mettre quelques exemples avec réponse dans le même prompt. Et puis, il y a user query. Généralement, quand vous envoyez un prompt complet comme ça, c'est que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle le few shot prompting. Et puis, il y a en fait le fine-tuning. Alors, le fine-tuning, c'est le fait de prendre un dataset spécifique. Vous prenez un LLM général, vous le réentraînez et ça va vous donner ce qu'on appelle un LLM spécifique. Et quand vous avez un LLM spécifique, c'est-à-dire c'est un large language model qui est spécialisé dans ce domaine-là, dans votre domaine du dataset. Et ça, c'est très intéressant. Donc, ça vous permet de créer des LLM faits pour votre problématique. Et dans ce cas-là, votre application peut interagir directement avec LLM avec un zero-shot prompt, c'est-à-dire un prompt dans lequel on va trouver le système message et user query. Et puis, la dernière séance, j'avais parlé de RAG, Retriever Augmented Generation. Et donc, je vous ai montré comment faire, comment exploiter, c'est-à-dire comment développer une application basée sur Retriever Augmented Generation, qui consiste à prendre des documents non structurés comme des fichiers PDF, on les découpe en des petits morceaux, c'est ce qu'on appelle les chunks, et puis on fait une opération qui s'appelle text embedding, donc qui consiste à convertir les chunks en vecteurs. Et puis ces vecteurs-là, on les stocke souvent dans une base de données. C'est ce qu'on appelle le vector store, c'est-à-dire une base de données vectorielle. La dernière fois, on a utilisé un simple fichier. On aura l'occasion de voir comment utiliser, par exemple, Postgres Vector Store. Et également, il y a d'autres bases de données qu'on peut utiliser. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de prendre les données de l'entreprise, c'est-à-dire prendre les fichiers PDF, des données non structurées, et de les vectoriser pour qu'ils soient stockés dans la base de données. Et après, ça devient des bases de connaissances qui sont intéressantes pour l'application. Et donc, ce qui fait que quand vous développez votre application, l'utilisateur va écrire sa question. Il va, par exemple, si vous voulez créer un chatbot, ça c'est un exemple, d'ailleurs, c'est l'exemple qu'on va faire tout à l'heure. L'utilisateur va saisir sa question, il va la poser. Et quand il pose sa question, mais il pose une question dont la réponse se trouve dans les documents. Et donc, du coup, je vais d'abord aller vers la base de données pour faire ce qu'on appelle une recherche de similarité, pour récupérer le contexte, c'est-à-dire les documents qui sont similaires à cette question. Et puis, l'application va envoyer un prompt vers un LLM pour exploiter maintenant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire exploiter l'intelligence des LLMs pour donner une réponse précise à cette question-là. Et dans le prompt, on va avoir un système message, on va avoir la question qui est posée par l'utilisateur, et puis on va avoir le contexte. Et vous voyez donc le contexte, c'est le contenu qu'on va récupérer à partir de la base de données, c'est-à-dire tout simplement c'est des données qui proviennent
de la base des documents de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et généralement, on a vu qu'avec ce genre d'application, on arrive vraiment à donner des réponses assez précises aux utilisateurs. Donc, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, je vous ai montré comment créer un simple rack. Alors, aujourd'hui, donc, on va essayer comme quasiment on est à la fin de l'année, donc on va essayer de travailler un exemple d'application complet. Cette fois-ci, dans lequel on va créer un chatbot, par exemple, dans lequel on va utiliser donc le Retriever Augmented Generation. Et cette fois-ci, dans lequel on va utiliser donc un back-end, un front-end. Donc, on va essayer d'utiliser un front-end. On peut bien utiliser Angular ou bien React ou Teamleaf. Donc, vous savez, le UI, donc vous avez des solutions. Sauf que cette fois-ci, donc, je vais vous montrer comment travailler avec Spring et React. C'est très simple, parfois intégré en utilisant donc Vaadin. Donc, ça, je vais vous montrer comment le faire. Et pour vous aussi, ça serait l'occasion pour vous de voir c'est-à-dire comment vous pouvez travailler avec React, donc qui est un framework également. Cette année, on n'a pas le temps de faire une partie là-dessus, mais à travers cette démo-là, vous pouvez déjà, avec les ressources que je vous ai données, je vais vous donner, vous pouvez par exemple, si vous avez un stage ou bien une opportunité d'embauche qui vous demande de travailler avec React, donc comme ça, vous êtes, on va dire, armé, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, bref, l'idée, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment créer une application complète avec un back-end et un front-end dans laquelle vous allez créer un chatbot. Et ce chatbot-là, il va permettre de répondre aux questions des utilisateurs. Mais ces questions-là, eh bien, tout simplement, les réponses vont être fournies par un LLM. Alors, cette fois-ci, la dernière fois, je vous ai montré comment travailler avec OpenAI. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment travailler avec Llama. Llama, donc, c'est un LLM qui est open source. C'est l'occasion de voir comment le démarrer dans votre machine, comment l'utiliser. Si vous avez une machine qui a bien les ressources, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ici, vous avez deux types de LLMs qu'on va utiliser, soit OpenAI, donc on a déjà vu comment travailler avec. Le deuxième, c'est Llama, qui est en fait c'est toute une série de modèles open source que vous pouvez utiliser. Donc, heureusement, en fait, maintenant, interagir avec ces modèles, soit avec Java ou bien Python. Donc, avec Python, vous avez LangChain qui fournit donc un ensemble de librairies qui permettent de communiquer facilement, d'écrire facilement ce genre de code. Et avec Java, vous avez Spring AI, donc, qui fait pareil et qui vous permet donc de profiter de toutes ces technologies-là. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça. Donc le LLM va donner la réponse, mais bien tout simplement, on va répondre à la base des documents, c'est-à-dire en utilisant une base de données, une base de connaissances, qui est tout simplement un vector store qu'on va construire à partir des documents PDF. On va prendre n'importe quel document PDF, mais vous, si vous avez une application, par exemple, dans le domaine du tourisme, il va falloir lui donner donc les documents de l'entreprise. Peut-être si c'est un hôtel ou si c'est peut-être une entreprise, par exemple, je ne sais pas, de transport, ou vous savez, les chatbots, c'est quelque chose qui est très, très demandé par les entreprises parce que maintenant, le site tout seul n'est pas capable de fournir une information aux utilisateurs. Et également, quand les utilisateurs se posent des questions, les centres d'appel, parfois c'est une solution qui sont mises par les entreprises. Il y a des centres d'appel qui permettent de donner des réponses aux clients. Si vous avez un problème, vous appelez un numéro, le centre d'appel vous répond. Mais la génération future, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que les entreprises, ils vont commencer à mettre en place des chatbots. Donc, pour le moment, on va faire des choses qu'on va, c'est-à-dire interroger avec du texte. Mais après, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des assistants vocaux. Par la suite, au lieu d'écrire du texte, vous pouvez poser la question. Et après, vous allez avoir la réponse. Exactement, c'est comme si, on va dire, c'est un centre d'appel qui va prendre
en charge. Parce que concrètement, quand vous regardez un centre d'appel, c'est quand vous appelez, il y a quelqu'un qui vous répond. Mais la personne qui vous répond, il va répondre à vos questions en utilisant quoi? En utilisant une base de connaissances, c'est-à-dire un ensemble. Il a d'abord une base de données, également il a accès, c'est-à-dire aux procédures, il connaît un peu les choses. C'est à peu près ça, donc on va dire, c'est dans ce contexte-là qu'on essaiera d'intégrer donc cette intelligence artificielle. Voilà, alors ça c'est en fait ce qu'on va faire. Donc pour ne pas trop tarder, donc j'essaye directement de passer à la partie pratique. Donc ce que je vais faire donc sur IntelliJ, donc je vais commencer par créer un projet. Alors le projet que je vais créer, donc on va l'appeler donc Inset par exemple, chatbot RAG, je l'appelle comme ça. Bon, c'est un projet Maven. Je vais travailler avec Java 21. Et après, donc, je vais sélectionner un certain nombre de dépendances. Alors, quelles sont les dépendances? Donc, j'ai besoin, par exemple, de créer une application web. Je vais utiliser une base de données. Donc, je vais utiliser GPA. Parce que, à part la partie RAG, vous avez également le reste de l'application. Parce que, par exemple, quand vous allez créer un chatbot, il faut faire l'authentification. Il faut une base de données dans laquelle vous stockez l'historique des conversations. Donc, c'est-à-dire, à part la partie chatbot, donc vous aurez souvent besoin d'utiliser une base de données pour le reste de l'application. Donc, je vais utiliser Spring Data GPA. Je vais utiliser une base de données H2 Database, c'est-à-dire de manière classique. Je vais utiliser Lombok. Donc, ça, c'est les dépendances classiques qu'on utilise. Alors, je vais utiliser donc DevTools. Alors, je rappelle juste DevTools, c'est juste, ça permet, au lieu à chaque fois de redémarrer parfois, avec DevTools, ça permet de recharger, recharger le contexte au lieu de redémarrer toute l'application. Et donc, ça, c'est les dépendances classiques. Et puis maintenant, pour l'intelligence artificielle, j'aurai besoin d'utiliser Spring AI. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je vais utiliser OpenAI, je vais utiliser Llama. Normalement, on ne va pas les utiliser les deux en même temps. Donc, dans un premier temps, je vais cette fois-ci commencer par Ollama, c'est-à-dire l'open source. Et puis, à la fin, on va essayer de voir que, en fait, on ne va rien changer dans le code. On va juste activer les dépendances et après, on va basculer vers OpenAI. Et comme ça, donc, vous pouvez tester les deux. Et donc, pour la partie du Vector Store, donc pour Vector Store, donc ici, vous voyez donc Vector, si vous mettez Vector Store, vous voyez donc il y a PG Vector Store, ça c'est Postgres. Mais vous pouvez utiliser Neo4j, vous pouvez utiliser MongoDB, Milvus, Chroma. Vous avez Pincon, Redis, voilà, Cadran, et puis Weaviate. Et donc, vous voyez, donc, la liste ça se rallonge. Donc, en tout cas, donc, il y a des possibilités. Donc, ici, je vais utiliser donc, PG Vector Store. Et si vous voulez quoi? Alors, si vous voulez démarrer, par exemple, Postgres avec Docker, donc ça fait partie des choses que vous allez beaucoup utiliser l'année prochaine. Donc on va utiliser donc Docker Compose Support. C'est une façon de faciliter le fait d'utiliser Docker Support, plutôt Docker Compose Support, ça vous permet de générer un fichier Docker Compose YAML dans lequel vous allez trouver déjà les instructions que vous pouvez exécuter. Si vous avez installé Docker, ça vous permet de démarrer facilement donc, les conteneurs Docker de manière très simple. En tout cas, alors j'ai intégré donc, ces dépendances-là, mais je vais les désactiver au début. Donc, histoire pour ne pas utiliser tout d'un seul coup, ça va être un peu compliqué pour vous. Donc, je vais les intégrer, je vais les désactiver après, et après, on va essayer de les activer au fur et à mesure des besoins. Et puis donc d'autres choses qu'on peut intégrer par la suite, mais donc ça c'est Spring Shell par exemple, c'est une dépendance qui sera
qui sera très utile si vous voulez créer un CLI, c'est-à-dire vous voulez créer une application de type Command Line Interface. Si vous voulez créer une application que vous démarrez et après, sur ligne de commande, vous lui posez des questions et il vous répond sur ligne de commande. Donc ça, c'est Spring Shell, c'est fait pour ça, c'est très simple. Donc ici, je pense, dans cet exemple-là, on ne va pas l'utiliser parce qu'on n'aura pas le temps. Et puis, donc, parmi les dépendances également qu'on va utiliser par la suite, il y a GraalVM. Alors GraalVM, parce qu'en fait, à la fin, si vous souhaitez que votre application devienne une application native, c'est-à-dire parce qu'on crée une application Java, c'est un jar, mais à la fin, je voudrais que ce soit un exécutable. Donc si vous voulez que ce soit un exécutable natif, donc si vous voulez faire ça, donc on va utiliser GraalVM. Donc également, ça permet de générer les applications natives. Donc Spring Shell, GraalVM, ce sont on va dire deux dépendances que vous allez juste flasher dans votre cerveau. Mais après, j'aurai l'occasion de revenir sur ça. Et pour le moment, je ne vais pas les intégrer dans cet exemple-là. Donc ce qui fait que je vais rester sur Spring Web, Spring Data GPA, H2 Database, Lombok, DevTools, OpenAI, Ollama, PG Vector Store et après Docker Compose et maintenant le front-end. Alors le front-end, j'ai besoin de travailler avec React par exemple. Et je peux travailler avec Angular comme on a l'habitude de faire. On peut travailler avec React ou TeamLeaf ou le front-end, donc c'est à vous de choisir le front-end qui convient. Mais ici, on va profiter de Vaadin. Alors Vaadin, donc vous voyez, donc c'est une dépendance. Alors si vous regardez Vaadin, ça vous permet, en fait, c'est un framework front-end qui permet de créer les interfaces front-end en utilisant deux façons, soit avec du Java, soit avec React. Donc, et du coup, donc, pour les gens qui ont déjà l'habitude de travailler avec React, ils vont beaucoup apprécier donc l'utilisation de React avec ça. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, on coche Vaadin. Donc, et là, on va utiliser React. Et ce serait l'occasion de voir comment on peut facilement créer la partie User Interface. Voilà, donc ne pas oublier Vaadin parce que c'est important dans notre application parce que maintenant, on veut créer une application full stack. Une application, il y a le back-end et le front-end. Alors, je crée le projet. Alors, la première des choses que je vais faire, bien sûr, il faut attendre que les dépendances soient téléchargées. Dans mon cas, bon, c'est téléchargé déjà, il n'y a pas de problème. Alors, déjà, il faut voir que j'utilise Spring 3.3.1. Ici, j'utilise Java 21. J'utilise Spring AI, la version 1.0.0 et moins. J'utilise Vaadin, la version 24.4.3. Et puis, donc, vous avez les dépendances Spring Data GPA, Spring Web, Vaadin, donc je vais le garder. Je vais garder Ollama. Mais par contre, OpenAI, maintenant, je vais choisir soit Ollama ou bien OpenAI. Après, si vous voulez les combiner les deux, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ici, pour le moment, la dernière fois, je vous ai montré comment travailler avec OpenAI. Ben, cette fois-ci, donc, je le mets en commentaire. Donc, je ne vais pas utiliser OpenAI, mais je vais utiliser un open source Llama. Et puis, donc, PG Vector Store, pour le moment, dans un premier temps, on va utiliser un simple Vector Store comme la dernière fois. Et après, on va essayer de voir comment basculer rapidement vers Postgres. Alors, je vais le mettre en commentaire, la même chose ici. Donc, PG Vector Store, je n'ai pas besoin. Bon, DevTools, je vais le garder. Docker Compose Support, donc je vais l'ignorer. Pour le moment, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de H2 Database, j'ai besoin de Lombok, et voilà. Donc ça, c'est les dépendances. Il faut juste noter que si vous travaillez avec Vaadin, en fait, il y a un plugin qui est configuré ici. Ouais, donc il y a un plugin qui va permettre, vous allez voir, il va vous générer du code facilement React. C'est-à-dire, en fait, parce que parfois, ce qui se passe, d'ailleurs pour les gens qui font du full stack, le problème, c'est quoi? C'est que parfois, vous créez un modèle Java. Dans la partie Java, vous créez les entités, vous créez les repositories et vous créez les services, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez à la partie front-end, vous refaites la même chose.
vous créez encore le modèle, vous créez les repositories, vous créez les services. Sauf que c'est quoi la différence? La différence, c'est que le backend, c'est du Java, et le front-end, c'est TypeScript, ou bien JavaScript. Et ça, c'est un travail répétitif, en quelque sorte. Donc, Vaadin, ce qui va vous permettre de faire, c'est que vous écrivez du code Java, il vous génère l'équivalent TypeScript. Donc, ça permet de ne pas passer beaucoup de temps à écrire du code, par exemple, pour créer le modèle TypeScript, pour créer les services. Et du coup, donc, ça va permettre de faciliter en quelque sorte la chose. Donc, ce plugin-là, c'est lui qui fait ce travail. Donc, pour vous, donc, c'est l'occasion de voir comment l'utiliser. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais d'abord créer un service de chat. Donc, ici, dans mon application, j'ai le package principal de l'application. Je vais créer un package service. Alors, service, donc dans ce package, je vais créer une classe que je vais appeler chat AI service. Alors, chat AI service, par exemple. Alors, c'est un service. Bah, ce service-là, il y a une seule méthode. Je lui pose une question, il me donne la réponse. Alors, maintenant, sauf que pour donner la réponse, on va interagir avec un LLM. Alors, je rappelle que pour interagir avec un LLM, on va utiliser chat client. Alors, chat client, c'est une interface, donc c'est-à-dire indépendamment. Ça peut être OpenAI, ça peut être Llama, ça peut être n'importe quel chat. En tout cas, tout ce qui concerne le chat avec le texte, chat client, il est fait pour ça. Je vais faire l'injection des dépendances. Alors, dans cette version-là, il faut injecter chatClient.builder. Il faut changer ici. Ici, donc, vous utilisez builder.build. Ça, j'ai déjà montré ça la dernière fois. Et puis, je vais créer une méthode qui permet de retourner un string. Ben, je vais l'appeler, par exemple, chat. Par exemple, chat... je vais l'appeler, par exemple, chat, tout court. Rag chat, comme ça, on fait... chat. Alors, je pose la question, et je vais donner la réponse. Mais la réponse, on va la chercher où? On va la poser à LLM. Donc, on va utiliser donc chat client.prompt. Alors, ici, donc, pour prompt, on va utiliser user message. Donc, pour nous, user message, c'est question. .call. Et puis, ici, content. Voilà. Alors ça, c'est assez rapide. Donc, vous avez quelque chose dans votre application Spring. Vous avez une méthode, vous lui posez la question. Votre question, il arrive vers le LLM et il vous donne la réponse. Alors maintenant, quel LLM qu'on va utiliser, quel modèle? Alors, on peut configurer ça dans le fichier Application Properties. Donc ici, donc, je vais utiliser Spring AI. D'abord, le modèle. Alors, quel modèle que je vais utiliser? Je vais utiliser Llama 3. Vous avez Llama 2, Llama 3, Mistral, Mixtral. Donc, sur les open source, il existe des milliers de modèles open source. Par exemple, CodeLlama. CodeLlama, par exemple, c'est CodeLlama, c'est l'équivalent de Copilot. C'est-à-dire, si vous voulez poser des questions, si vous voulez générer du code pour les applications. Donc, ce qui fait que les modèles ne manquent pas. Il y a beaucoup de modèles. Alors ici, donc, je vais supposer que je vais utiliser Llama 3. Alors maintenant, justement, ce Llama-là, il faut l'avoir dans votre machine. Si vous voulez travailler en local, il faut l'avoir. Et pour l'avoir, il faut télécharger donc le Llama. Bon, c'est Llama. Donc ça, c'est un outil. C'est un simple programme que vous allez télécharger. Donc, c'est un outil, c'est un CLI. C'est une application que vous allez télécharger. Ça ne prend pas beaucoup de temps et pas de problème. Vous le téléchargez. Mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez démarrer. Donc Alors, vous faites avec la commande sur ligne de commande. Une fois qu'il est installé,
Alors, une fois qu'il est installé, vous allez taper la commande Ollama run et vous démarrez le modèle que vous cherchez. Maintenant, vous devrez savoir le nom du modèle. Alors, par exemple, si je veux démarrer Llama 3 comme ça, eh bien, je le démarre. Mais sauf que la première fois où vous allez, d'ailleurs maintenant, pour moi, il est démarré Llama 3. Mais la première fois où vous allez faire ça, c'est que vous allez, parce que Llama 3 n'est pas téléchargé, et Llama 3, je pense, c'est beaucoup de gigaoctets. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites run, si le modèle Llama 3 n'existe pas, il faut attendre beaucoup de temps pour le télécharger. Et bon, ce temps-là, bon, le temps d'aller prendre un café, vraiment, donc c'est-à-dire il faut du temps pour télécharger. Donc, et après, par la suite, quand il va démarrer, il faut savoir que par exemple, Llama 3, c'est un grand modèle, ça consomme des ressources. Donc, c'est-à-dire si vous n'avez pas une machine relativement qui est puissante, parfois, vous allez attendre beaucoup de temps. Et donc, pour ne pas utiliser Llama 3, donc vous pouvez utiliser d'autres modèles qui sont plus petits, comme Mistral, Mixtral, Llama 2. Vous avez donc des modèles que vous pouvez utiliser. Vous voyez donc il y a Llama 3, il y a Mistral. Vous avez, si vous regardez dans ce site-là, vous allez trouver la liste des modèles. En tout cas, et chaque modèle, vous avez la taille, les dimensions. Ici, de regarder les dimensions, parfois, vous pouvez chercher un modèle qui est relativement plus petit, vous le démarrez, et ça peut faire l'affaire. Alors, en tout cas, ici, donc, je suppose que je vais utiliser Llama 3. Et Llama 3, elle est en local. Alors, regardez la propriété Ollama base URL. C'est quoi l'URL? C'est localhost. Par défaut, Llama, il expose une API REST sur Ollama. L'outil Ollama, il expose une API REST sur le port 11.43.434. N'est-ce pas? Donc ici, par défaut, c'est ça. 11.434. HTTP localhost 11.434. Normalement, c'est là où vous avez votre modèle. Alors maintenant, si le modèle Llama, vous l'avez démarré dans une autre machine qui est beaucoup plus puissante dans votre entreprise qui est faite pour ça, ben, tout simplement, vous allez mettre ici l'adresse IP, c'est-à-dire de la machine où se trouve votre modèle open source. Et je pense que ça, c'est suffisant. Donc, vous avez maintenant configuré. Alors maintenant, on va faire un test comme d'habitude avec un REST controller. Et après, on va basculer vers le front-end. Alors, je vais créer un package web, donc, dans lequel je vais créer chat REST controller. Alors, ici, donc, c'est un REST controller. Alors, je vais utiliser request mapping. Donc, avec, par exemple, /chat, par exemple. Comme ça. /chat API chat. Bon. Et après, je vais injecter le service. Donc, vous voyez, donc, déjà, ça, c'est un service, donc je peux l'injecter. Donc, c'est chat AI service. Je fais l'injection via le constructeur et je crée une méthode qui retourne, donc ici, je vais l'appeler ask string question et qui permet de retourner la réponse. Et pour retourner la réponse, on va utiliser donc c'est chat AI service. J'appelle la méthode RACChat. Ben, je lui donne la question et je retourne la réponse. Ici, donc, je vais utiliser getMapping. GetMapping slash, ici, donc, je vais l'appeler ask, tout court, comme ça. Ask. Alors, ça, c'est le premier test à faire. Vous notez juste, ici, vous voyez une petite icône qui indique comme quoi Llama est démarré. Donc, en principe, ça consomme les ressources. Donc, ça, il faut juste le noter. Alors,
on va faire un premier test. Alors, on va démarrer l'application. Alors, par défaut, le port qui va être utilisé, c'est le port 8080. Server.port 8080 par défaut. Mais si le port il est utilisé par une autre application, vous devrez changer. Vous mettez un autre port. Ça, c'est pour notre application Java. Alors, je démarre. Alors, si vous démarrez la première fois, vous allez remarquer une chose qui est importante déjà. Alors, vous allez remarquer, alors ici, voilà. Vous remarquez que ici, au démarrage, ben, il vous dit que, en fait, OpenAI Chat Model, il a trouvé également Ollama Chat Model. N'est-ce pas? Parce que nous, on a utilisé l'interface Chat Client, n'est-ce pas? Et Chat Client, c'est une interface qui possède plusieurs implémentations. Il y a l'implémentation Ollama et l'implémentation OpenAI. Et quand vous savez, quand vous démarrez l'application, il y a deux objets qui ont été créés. Et quand vous faites l'injection des dépendances, il vous dit il y a deux. Il a maintenant on va dire un conflit, lequel qu'il va injecter. Alors tout ça, il dit à quoi? Il est dit au fait que nous avons, vous voyez ici le fichier .xml. Nous avons, tout à l'heure, vous voyez, donc on avait désactivé n'est-ce pas? On avait désactivé ces dépendances OpenAI, on l'avait désactivé. Normalement, on a gardé que Ollama, mais on a oublié de faire load Maven changes. Parce qu'en fait, il faut activer ça avant de redémarrer. Sinon, vous allez avoir ce problème. Dès que vous avez les deux modèles, les deux en même temps, ben, il faut savoir choisir lequel. Donc, ici, pour le moment, on va utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc, je redémarre l'application. Voilà, alors l'application maintenant, elle est démarrée. Alors vous allez remarquer que quand vous démarrez l'application la première fois, il y a le plugin Vaadin qui va commencer à faire des choses au début, mais pour le moment, on va ignorer tout ça. Donc l'application démarre, si vous voulez, on va faire un premier test pour voir est-ce que notre modèle fonctionne. Alors 80-80. Alors qu'est-ce qu'on va taper? Slash quoi? Alors slash d'abord chat, slash ask. Ok. Alors slash chat, slash ask. Et après, on va envoyer la question. La question, par exemple, donne-moi une histoire. Bon. Alors ici, donc, je suis en train de poser la question à mon application qui se trouve en local. Et mon application en local est en train de poser la question à Lamaturi. Et vous voyez donc ici donc, vous avez une histoire qui est générée. Alors après, vous allez voir que Lamaturi, les prompts, peut-être avec OpenAI, il détecte en fait la langue et après il vous répond avec la langue de la question. Mais il se trouve que par exemple avec Llama, dans le prompt, il faut lui préciser, vous voulez la réponse avec quelle langue. Parfois, donc, les prompts, parfois, ça demande des précisions. Alors, ça, c'est juste pour faire un premier test. Alors, ici, donc, je veux la liste des joueurs, par exemple, de l'équipe du Maroc, par exemple, de foot. Alors forcément, il va vous donner, d'après, c'est-à-dire le moment où il a été entraîné, ben, il va vous donner les données dont il dispose. Mais ce n'est pas forcément les plus actualisées. Alors si vous voulez, garder la forme de la réponse, donc je vous ai déjà montré la dernière fois, ici vous allez utiliser produces, media type, text plain. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une parenthèse qui disparaît. Alors, je redémarre. Normalement, avec DevTools, normalement, je n'ai pas besoin de redémarrer parce que j'ai ajouté la dépendance DevTools. Bon, je vais voir est-ce que ça fonctionne ou bien je...
Alors, ici, donc, je vois la réponse. Alors, la réponse telle qu'elle est générée par le LLM. Vous savez, le LLM, quand il donne la réponse, regardez, il vous donne des réponses comme ça, avec ce format-là. Et parfois, il met, regardez, des étoiles. Vous savez, les étoiles, c'est un langage qui s'appelle Markdown. Par exemple, les étoiles en Markdown, ça veut dire c'est gras. Donc, ça, vous le savez, dans Python, vous avez déjà utilisé donc, la documentation Markdown. Ben, et du coup, donc, on va voir dans notre front-end comment on va interpréter donc, ça. Comme ça, on garde la forme de la réponse qui a été générée. Donc, généralement, les LLMs, ils répondent quand ils génèrent du texte, ils essaient de le formater. Et pour le formater, ils utilisent en fait, le langage, en fait, le Markdown. Alors, on va essayer de voir comment voir. Alors, vous voyez donc la liste des joueurs, elle est là, mais ce n'est pas forcément, les plus récentes, tout simplement parce que quand vous téléchargez un LLM, vous avez dans la documentation, il a été entraîné sur la base des données de l'année 2021 ou la 2020 ou je ne sais pas quoi. Donc, forcément, donc ce genre de réponses-là, ce n'est pas des réponses assez précises. D'ailleurs, nous, ce n'est pas ce qu'on cherche. Pour le moment, il vous donne des réponses de manière générale. Alors ça, c'est le premier test. Alors maintenant, on va passer au front-end. Alors pour créer notre front-end, alors voilà ce qu'on va faire. Donc je rappelle qu'on va utiliser React. Alors nous avons la dépendance Vaadin, donc tout est prêt. Alors vous allez remarquer au démarrage, si vous avez démarré l'application, Vaadin vous a généré un dossier qui s'appelle front-end. Et dans front-end, il vous a généré un dossier generated. Si là, il va générer du type script. Alors pour le moment, ce que je vais faire, c'est dans le dossier front-end, je vais créer un dossier que je vais appeler views. Donc ça, c'est pour les vues. Et dans views, donc je vais créer maintenant des components directement. Je vais créer un component sous forme d'un fichier que je vais appeler index. Alors, si vous voulez, le component qui démarre par défaut, ce qu'on appelle root component, dans les conventions de Vaadin, donc on va lui donner le nom @index.tsx. Alors, c'est TypeScript. Je rappelle juste que en fait, React, il utilise le JSX ou bien en fait le TSX, JavaScript, syntaxe XML ou bien TSX. En fait, parce que React, lui, il utilise en fait un moteur de template dans lequel on va essayer de mélanger JavaScript avec du HTML. Donc forcément, c'est ce qu'on appelle le JSX. Donc vous écrivez à l'intérieur du JavaScript, vous écrivez également le code HTML. Donc ça, c'est le format JSX. Alors en TypeScript, c'est TSX. Donc le fichier, on va l'appeler index.tsx. Alors donc ça, c'est si vous voulez, c'est la page principale de démarrage. Alors, c'est un component, donc je vais écrire export default function. Alors, en React, un web component, c'est simplement une fonction que je vais appeler index. Et cette fonction-là, elle va me retourner du HTML, la vue. Alors, c'est quoi le HTML? Donc, je vais mettre un div avec un style h1, par exemple. Ici, donc, je vais écrire tout simplement index comme ça. La homepage. Alors, on va tester. On va faire notre premier test. On va redémarrer l'application. Alors, parfois, avec Vaadin, parce que parfois, si vous voulez qu'il vous génère parfois du code, parfois, on sera obligé de redémarrer. Et d'ailleurs, si vous redémarrez, vous allez voir, maintenant, si on tente d'accéder, si on fait ici localhost, si vous tapez localhost 8080 et vous mettez rien, ça veut dire quel est le component qui va être chargé par défaut, c'est index. Alors vous voyez donc ici, c'est le premier appel que vous faites. Le premier appel que vous faites, donc c'est-à-dire Vaadin parfois il fait build, parce qu'on est dans le mode développement, il construit. S'il faut générer des codes, il le fait, mais après il vous donne la réponse. Alors pour pouvoir voir ça en côte à côte, donc ce que je vais faire, je vais déplacer cette fenêtre-là à côté de celle-là, comme ça. Je vais les mettre comme ça, côte à côte. Voilà.
Donc ça c'est mon code et ça c'est mon front-end. Alors ça c'est notre home page. Alors maintenant il nous faut un framework CSS. Alors si vous voulez travailler avec framework CSS, vous pouvez utiliser le framework CSS qui est intégré en fait, si vous voulez, ça je n'ai pas dit parce qu'en fait Vaadin, normalement ici c'est un plugin, mais en fait le Vaadin il utilise un framework qui s'appelle Hala, qui est un framework qui permet de faciliter le développement d'applications avec React. Donc, et du coup, ici, si vous regardez maintenant, si vous voulez utiliser le framework CSS qui est intégré par défaut avec Hala, donc vous pouvez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier qu'on va appeler styles. Dans lequel je vais créer un fichier qui s'appelle styles CSS. Styles CSS. Et après, je vais importer un certain nombre de fichiers. Import, ici. Alors, vous allez trouver Vaadin / React Component CSS. Et vous avez Limo. Limo, donc Limo CSS, c'est un framework CSS. C'est à peu près l'équivalent de Bootstrap. Mais dans notre cas, je vais vous montrer comment utiliser les deux, si vous voulez. Parce que parfois, quand on a l'habitude de travailler, par exemple, avec Bootstrap, on n'a pas forcément envie rapidement de changer notre framework, mais on va utiliser les deux. Alors, vous importez ça et vous importez également Vaadin / React Component / CSS / Limo. Donc, Limo, c'est CSS. Il y a le fichier qui s'appelle Utility Module CSS. Et le troisième, c'est CSS, Limo. Et après, typographie, pour tout ce qui concerne les polices de caractères et tout ça. Alors ça, c'est les fichiers dont j'ai besoin dans mon application. Et puis, donc, si je reviens vers un index, je vais importer tout simplement mon fichier CSS. Ici, on va utiliser import, directement, /. Alors, pourquoi // Parce que je suis index, donc je dois remonter vers front-end et après, je vais aller vers le dossier styles. Et dans style, j'ai le fichier style.css. Et vous allez déjà remarquer ici, ça change, c'est-à-dire que la typographie a été appliquée. Et après, on peut commencer à utiliser en fait, je dois juste rappeler qu'avec React, en fait, on utilise class name c'est pour spécifier les classes CSS. Alors ici, donc, je vais utiliser par exemple padding medium, PM. Bon, ça vous donne quelque chose comme ça. Bon, ça c'est juste pour démarrer. Mais si vous souhaitez travailler avec React, plutôt avec Bootstrap, vous l'installez directement parce que là maintenant vous êtes dans un projet full stack. Si vous voulez installer des librairies que vous avez l'habitude d'utiliser, il suffit de taper npm install Bootstrap. Voilà, c'est installé. Et si vous voulez utiliser Bootstrap, vous l'importez. Import Bootstrap dist css bootstrap.min.css. Alors maintenant, dans votre application, ça y est, vous oubliez CSS. Dans votre projet, tous les components que vous allez créer, ils vont utiliser ce styles.css, ils vont utiliser également bootstrap.css. Après, donc, c'est à vous de choisir lequel. Généralement, moi, en fait, je vous laisse bootstrap.min.css juste pour ne pas prendre le temps de chercher on va dire dans Limo, parfois les styles à appliquer. Mais en tout cas, donc, je vous conseille en principe de prendre le temps à un moment donné de regarder sur Limo carrément ce que vous pouvez utiliser. Comme ça, vous ignorez carrément le Bootstrap. Donc, soit vous utilisez l'un ou l'autre, mais après, vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de problème. Alors, donc, nous avons donc les frameworks qui sont appliqués. Alors maintenant, les deux CSS sont là intégrés. Alors je vais créer maintenant une page, un component pour faire le chat. Alors pour cela, donc, je vais créer une autre vue, new file, que je vais appeler chat tsx. Donc c'est un component, donc je vais utiliser encore export default function. Ça c'est chat.
je vais retourner return. Ah, des accolades. Alors, je vais retourner donc ici donc mon composant. Alors, je vais créer un div avec le style H3. Donc, je vais dire ici, ça c'est mon chatbot. Donc, ici j'ai un deuxième component. Alors maintenant, si vous voulez, il y a un système de routage qui est créé par défaut, qui est généré. Alors ici donc index, ça c'est le component principal. Si vous voulez voir par exemple ce composant-là, il suffit d'utiliser une route /chat. C'est le nom du fichier ici. Vous voyez donc ici, donc ça c'est chatbot. La même chose, donc je vais utiliser ici classe padding medium par exemple. Alors chatbot, CTRL S. Voilà. Alors ici donc j'ai en fait mon chatbot. Et après, puis vous voulez créer une page template. Parce qu'après vous allez créer plusieurs pages. Alors pour créer la page template, donc nous allons dans Views. Il suffit de créer un fichier qui s'appelle @layout. Alors en fait la page template, ça c'est des conventions sur Vaadin, layout.tsx. Alors tsx. Alors c'est un component, donc export default function. Alors layout. Alors dans notre layout, la page template, donc on va avoir un div avec la classe padding medium dans lequel on va mettre une barre de navigation. Et après il y a la partie main. Alors dans la barre de navigation, on va créer des boutons. Alors je vais utiliser navlink. Alors navlink vers quoi? C'est-à-dire, ça c'est les routes. C'est quand je clique sur ce bouton-là, navlink. Par exemple ici, ça c'est home. To /. Alors c'est quoi? Pour moi, home, ça me ramène vers la route /. C'est-à-dire la route principale. Et après, je vais créer un autre, ici navlink, ici je vais mettre chat, ici donc je vais mettre /chat. Alors ici donc, pourquoi /chat? Parce que ici mon component s'appelle chat, et si vous regardez dans generated, vous allez voir que en fait Vaadin il a généré un fichier qui s'appelle file routes, et dans file routes, vous voyez donc il y a une route qui s'appelle chat. Donc c'est-à-dire que le fichier, la déclaration des routes, ça se fait automatiquement. À chaque fois que vous créez un component, il ajoute une route qui porte le même nom. Donc ici, donc, ça permet de faciliter le travail. Ici, donc, vous voyez donc ici page 1. Alors c'est quoi page 1? C'est quelque chose qui est associé à chat.js. Vous voyez donc page 1, c'est chat.js, c'est le composant ça. Alors, vous voyez, donc tout ça, c'est des codes générés. Normalement, tout ce qui est à l'intérieur de Generated, vous n'avez pas besoin de le voir. C'est plutôt donc des choses utiles pour vous. Alors, ici, donc, j'ai fait ça. Et après, maintenant, il faut utiliser Outlet, ici. Alors, Outlet, pourquoi Outlet? Alors, Outlet, c'est-à-dire, c'est là où le contenu va être inséré. Alors, normalement, ici, si vous revenez vers / tout court, alors ici, il n'y a rien parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, si vous voyez, c'est call. Alors, je vais redémarrer. Alors, parfois, il se trouve que vous avez besoin de redémarrer pour que... oui, il manque un return, merci. Bon. Alors... CTRL X. Il faut un return. Tout à fait. Return tout ça. Donc pour moi, ça c'est la page template. D'ailleurs, je me posais la question. CTRL S. Et vous allez remarquer maintenant, c'est que vous avez home page, mais en haut, vous avez votre page template. Alors ici, on va utiliser des classes. Alors je vais utiliser Bootstrap parce que vous le connaissez, donc je vais utiliser btn par exemple. btn outline info par exemple ici, et je vais utiliser margin start1 ms margin 1.
voyez, donc ça me donne ça. Et je fais la même chose ici. Voilà. Donc maintenant, si vous cliquez sur, vous voyez, donc ça c'est chat et ça c'est Xiaomi. C'est plutôt assez rapide. Donc je n'ai pas besoin de passer toute une heure pour arriver à mon système de navigation comme ça. Donc ici, donc je vais continuer maintenant sur cette partie-là. Et après, donc je vais revenir sur ma page template et après je peux la confectionner comme je souhaite. Alors maintenant sur la partie chat bot, chat component. Ben, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de... Ben, je vais créer un div. Je vais créer un div dans lequel je vais mettre le formulaire. J'ai besoin d'utiliser text field. Alors en fait, text field, si vous regardez text field, ça ne provient de quoi? C'est Vaadin React Component. Bon, c'est-à-dire, on profite de React Component de cette librairie parce que c'est des composants qui sont très bien faits, plutôt professionnels, mais l'empêche que vous pouvez utiliser un simple input type texte, etc., comme vous avez l'habitude de faire. Alors, je vais utiliser text field. Ouais, donc vous allez voir ici un champ là, et j'ai besoin d'un bouton. Un bouton / bouton, ici send. Alors, vous voyez, donc j'ai mon bouton. Je vais utiliser la classe. Alors, classe, mais si vous voulez garder le... en fait, si vous voulez travailler avec le, c'est-à-dire le framework, c'est-à-dire si vous voulez profiter du CSS, les mots, bah, vous pouvez utiliser ici thème égale primary par exemple. Ça marche également comme ça. Bon, primary, c'est un bleu. Ou bien tout simplement, si vous voulez travailler avec Bootstrap, vous utilisez class name, btn par exemple, primary. Ben, ça vous donne ça. Bon, vous avez deux façons de travailler, mais en tout cas, ici, donc, je préfère utiliser les thèmes parce que il faudrait profiter des fonctionnalités qui sont offertes par voilà. Alors ici, donc, primary. Alors, je voudrais que cette zone de texte prenne plus de largeur. Donc, je vais utiliser ici style. Je mets double accolade et je mets directement width. Ça, c'est du CSS classique. Width, 2 points. Je mets 80% par exemple. Bon, ça me prend assez d'espace. Et puis, donc, pour marquer, bon, je peux le laisser comme ça. Donc, vous voyez, donc, c'est là où je vais poser ma question, c'est-à-dire au chatbot. Et donc, j'ai besoin, maintenant, voilà, donc j'ai besoin du state. En fait, mon composant, j'ai besoin de deux choses. J'ai la question et la réponse. Alors, pour la question, donc, je vais déclarer une variable. Ici, je vais faire, je vais déclarer voilà, une variable question avec son setter, set question. Donc avec React, on utilise useState. Donc ici, useState, ça permet de créer un objet dans lequel j'ai la variable question, c'est la donnée, et j'ai une méthode setQuestion qui permet de changer cette variable. Donc ça, c'est le principe de useState. Et je sais que ce useState, il est de type string. C'est très bien, c'est important de déclarer le type de la donnée. Alors, je fais la même chose pour la réponse. Ici, response, set response. Alors maintenant, je voudrais que tout ce que je vais saisir dans la zone de texte, je voudrais qu'il soit stocké dans question. Donc ici, donc, je vais utiliser onChange. Alors dans onChange, donc, je vais utiliser une fonction event, E. Et je vais utiliser set question et je vais lui transmettre e.target.value. Alors, on va dire, c'est vrai que sur le data binding, Angular, c'est un peu plus
c'est mieux fait que React. Mais c'est avec React, de toute façon, si vous voulez faire le data binding entre la zone de texte et un state, ben, il faut faire par exemple un change. À chaque fois que je change cette valeur-là, ben, là, je vais prendre l'event, et ce event-là, je vais prendre e.target.value, la valeur de la zone de texte, c'est-à-dire la valeur qui a été saisie. Où est-ce que je vais la stocker? Dans cette question. Donc tout ce que je vais saisir dans la zone de texte, il est directement sur question. Donc c'est comme ça qu'on fait ce data binding de cette façon-là. Et puis donc j'ai donc maintenant il me faut, quand je clique sur le bouton send, je veux envoyer une requête. Donc j'ai besoin de créer une fonction. Je vais créer un async function. La méthode, je vais l'appeler send. Et il va recevoir, donc ici il va rien recevoir comme requête. Alors maintenant ici dans le bouton, je vais utiliser un clic. Je vais appeler la méthode send. C'est-à-dire quand je clique sur le bouton, j'appelle send. Alors maintenant send, qu'est-ce que je vais faire? Ben, si là je vais normalement envoyer une requête vers le backend, le backend va me donner la réponse, je prends la réponse et je l'affiche, n'est-ce pas? Alors maintenant vous avez deux façons de faire. Alors si vous travaillez avec React classique, ben, il faut utiliser Axios, une librairie HTTP qui va envoyer une requête HTTP vers le REST controller que nous avons créé, c'est celui-là. chat/ask. Vous lui envoyez la question, vous récupérez la réponse et après vous l'affichez. Alors ça, vous pouvez le faire. Mais ici, on n'a pas besoin. Alors pourquoi on n'a pas besoin? Parce qu'on travaille avec Vaadin. Et Vaadin, lui, il vous donne des possibilités qui permettent de faciliter le travail. Parce qu'il va vous générer ce code. Comment? Regardez. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que notre service, Chat AI Service, regardez, ce Chat AI Service que nous avons créé, il suffit de remplacer la notation service avec browser callable. Alors si vous regardez browser callable, c'est une annotation qui utilise component. C'est-à-dire browser callable, c'est comme si vous déclarez la notation component. Mais c'est quoi la différence? C'est que quand vous utilisez browser callable, c'est comme si vous êtes en train de dire, et ça c'est très intéressant, c'est comme si vous êtes en train de dire, je voudrais que toutes les méthodes qui se trouvent dans cette classe, je voudrais les appeler directement via mon front-end. Donc automatiquement, côté front-end, il y a Vaadin qui va vous générer un service qui s'appelle également Chat AI Service et qui contient ces méthodes-là, qui contient des méthodes de RackChat avec le même nom. Et c'est à l'intérieur de ces méthodes, c'est là où il va utiliser Axios, il va envoyer la requête, il récupère la réponse. C'est-à-dire le travail que vous faites habituellement avec HTTP Client ou avec Axios, donc il va le faire. Alors, sauf que généralement, quand vous utilisez browser, en fait, callable, ça devient un composant Vaadin. C'est également un component, donc c'est-à-dire vous pouvez l'injecter dans votre contrôleur sans problème. Mais par défaut, il y a, c'est-à-dire pour des raisons de sécurité, alors tous les composants browser callable sont sécurisés par Vaadin, c'est-à-dire que par défaut, l'accès nécessite une authentification. Donc, ce qui fait que si vous voulez rendre l'accès, c'est-à-dire autorisé, vous pouvez utiliser Anonymous Load. C'est-à-dire que ici, donc, j'autorise un accès anonyme. C'est-à-dire je n'ai pas forcément besoin de passer via l'authentification pour faire appel à cette fonction-là. Bon, ça, sinon, si vous ne faites pas ça, il va vous dire que vous n'avez pas l'autorisation d'accéder. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Vaadin, il est basé aussi sur Spring Security. Et après, donc, ça c'est quelque chose également qui peut être utilisé. Voilà. Alors donc le fait d'ajouter donc Browser Callable Anonymous, qu'est-ce que, plutôt Anonymous Load, qu'est-ce que ça va me donner? Donc je vais redémarrer. Je dois redémarrer. Alors, si vous actualisez ici, une fois qu'il redémarre, regardez, il y a build-in front-end. Vous allez toujours voir parce qu'à chaque fois vous ajoutez des choses et il vous génère du code. Il construit le front-end.
Et si vous, maintenant, si on revient vers notre chat TSX, ici, alors, vous allez trouver ici, ben, directement Send, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une classe qui s'appelle Chat AI Service. Voilà, donc ça, c'est pas du Java, c'est du TypeScript. Et regardez, si vous faites des points, vous allez trouver la méthode rag chat. Et vous appelez votre méthode, vous lui donnez question, la question, et il vous retourne la réponse. Mais si vous voulez regarder le code, vous allez vers Chat AI Service, vous allez trouver c'est du TypeScript, vous pouvez un peu vous balader dans le code, mais ça c'est du code, il ne faut pas le toucher, c'est du code qui est généré. Donc ça nous économise quand même beaucoup de temps sur cette partie-là. Donc c'est-à-dire ici, j'appelle ça, et après je vais lui dire, voilà, donc je peux dire par exemple then, une fois que j'ai la réponse, je vais faire appel à quoi? Set response. Je vais la stocker dans response. Et c'est quoi la réponse? Ben, response, c'est voilà, response ici. Alors ça, c'est une façon de faire. Et s'il y a erreur, vous pouvez trouver ici point error, point catch, point then, point catch. Alors ici, si vous faites ça, vous allez voir qu'il y a un petit problème. Pourquoi? Si vous regardez cette erreur-là, il vous dit que le type, si vous regardez le type, l'argument de type string or undefined ne peut pas être assigné à un type string. Parce que ici, nous avons ici response, il est de quel type? String. Mais si vous regardez le TypeScript qui a été généré par Vaadin, vous allez trouver que response, il est déclaré de quel type? De type string or undefined. Donc ici, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il faut noter que dans Java, alors Java, vous savez que Java, quand vous retournez un string, n'est-ce pas? Quand vous retournez un string, en réalité, qu'est-ce que vous retournez? Vous retournez un string ou bien un nul. Parce qu'il se peut qu'un string peut avoir la valeur nulle. Donc c'est-à-dire réellement, si vous faites la correspondance avec TypeScript, c'est que votre méthode, il retourne quoi? Soit un string, soit undefined. Donc c'est pour cela quand il génère le code, c'est-à-dire il prend, vous allez trouver cette problématique. Alors, c'est quoi la solution? Il y a deux solutions. La première, c'est quoi? C'est de dire, alors je sais que response ici, il est de quel type? De type string or undefined. Bon, là, vous réglez le problème. Ici, donc, a priori, il n'y a pas de souci. OK? Mais le problème, si vous faites ça, c'est que vous allez vous retrouver, quand vous allez déclarer les classes, tout le temps, vous allez ajouter or undefined, etc. Ça va être embêtant pour vous à un moment donné. Donc, c'est pour cela, pour ne pas faire ça, je vais plutôt choisir une autre solution. Alors, c'est quoi la solution? C'est tout simplement de dire au back-end, je voudrais que, c'est-à-dire, je vais déclarer que les méthodes sont non nulles, c'est-à-dire que les méthodes ne retournent pas des nuls. Comment on va le faire? Et bien, tout simplement pour le faire, il faut savoir que dans Java, je vais aller vers le package service. Dans le package service, je vais créer un fichier qui s'appelle package info. New. Alors, ça c'est du Java, oui. New. Alors, c'est ça. Alors, c'est quoi ça? Voilà, c'est package info Java. Alors, vous créez un fichier package info Java. À quoi sert? Parce que ce fichier-là, on ne l'a jamais utilisé. Bon, si vous voulez déclarer des annotations, qui concernent toutes les classes ou bien les interfaces d'un package, généralement, on le fait dans package info. Ici, donc, on va utiliser dans ce fichier package info, il suffit d'utiliser la notation not null API. Mais attention, not null API, ce n'est pas de micrometer, c'est de Spring. Non, plutôt non null API. Non null API, c'est celle-là. Alors, le fait d'ajouter non null API ici, c'est que vous êtes en train d'indiquer, alors pour ce package-là,
Donc mes méthodes, c'est-à-dire que ça soit le type retourné et le type, les paramètres de la méthode, ils sont, je suppose qu'ils sont non nuls. Bon, vous pouvez travailler comme ça, c'est plus simple. Alors si vous faites ça, vous le faites une fois pour toutes et vous aurez réglé le problème une fois pour toutes. Si vous revenez maintenant à votre application, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce que vous avez modifié le côté Java et donc il faut régénérer le TypeScript. Et quand vous régénérez le TypeScript, alors ici, on va attendre qu'il redémarre. Alors pour le moment, je ne sais pas comment le faire, mais en tout cas, c'est-à-dire pour forcer Vaadin à régénérer le code, peut-être il y a un plugin qu'il faut utiliser ici, mais bon, je n'ai pas cherché, mais en principe, moi je redémarre, je le force à refaire ça. Alors normalement, si vous actualisez, vous voyez donc l'erreur maintenant, elle a disparu. Donc vous avez deux façons de faire, mais je préfère celle-là. Donc c'est-à-dire, cette solution-là, c'est tout simplement de déclarer ici non null API dans package info, et comme ça, tout le TypeScript qu'il va générer, et quand il trouve une méthode de type string, ben, il va le déclarer de type string, et non pas string or undefined. Tout paramètre qui est de type string, il le déclare de type string. Donc ça vous permet de régler ce problème. Alors maintenant, le problème il est réglé. On a quasiment réglé notre problème. Vous imaginez donc le code qu'on a écrit ici, il n'y a pas beaucoup de code. Maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher la réponse. Alors, pour afficher la réponse, on va créer ici un div et on va directement afficher response. Voilà. Et on va tester. Alors maintenant, je vais lui dire la liste des joueurs de l'équipe du Maroc, par exemple. Vous allez remarquer déjà, il y a un slide qui est créé par défaut. Donc, vous envoyez la requête. Comme la réponse, ça prend du temps. Donc ici, on va attendre une fois que j'ai la réponse. Ici, j'ai la liste des joueurs. Alors maintenant, je vais faire mieux parce que je voudrais qu'il me garde la forme. Pour garder la forme, je vais utiliser Markdown. Et bien tout simplement avec React, vous pouvez installer une librairie. Donc je vais installer ici avec npm install React-Markdown. Alors, Markdown. Alors, si vous installez cette librairie-là, et bien tout simplement, ce que je vais faire, alors si vous voulez garder la forme comme on avait fait le navigateur, vous pouvez utiliser Pre. Je vous rappelle que Pre, ça permet de faire quoi? Pre, c'est-à-dire préformaté. C'est-à-dire, je garde le format. Vous voyez donc ici la réponse. Pre, c'est-à-dire, bon, ça c'est pas Markdown. Hein. Pre, c'est du HTML. Donc, vous voyez donc ici il y a des étoiles. Mais moi, je ne veux pas des étoiles, je veux que ça soit gras. Alors, au lieu de Pre, je vais utiliser Markdown, tout simplement. Et ça va mieux. Alors, donc, j'envoie ma requête vers mon application. Mon application interagit avec le LLM. Et le LLM va me donner la réponse. Mais qu'est-ce qui me répond? Ce n'est pas OpenAI, c'est Llama. Donc, vous voyez, donc ça, c'est beaucoup mieux parce que là, maintenant, je profite de la forme qui a été générée par Markdown. Donc, je n'ai pas besoin de la reformater. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, nous avons réglé le problème. On va dire, nous avons créé un chat. Je pose les questions, mais on chatte directement avec LLM, n'est-ce pas? Il n'y a pas de lag. Alors, si vous voulez poser la question, je voudrais, par exemple, supposons c'est un service RH, vous voulez poser des questions sur des CV, de vous donner, par exemple, quels sont les... Je ne sais pas, de vous donner le score d'un CV, par exemple, ou bien de vous donner le nom ou la personne d'un profil particulier, ben ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? Alors, c'est là, on va maintenant utiliser le RAG. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est tout à l'heure, parce que là, c'est 11 heures. Nous, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est ça. C'est que on va poser la question. Par exemple, si vous lui dites, donne-moi, par exemple, des informations, les performances, donne-moi des informations sur la location des voitures, des services que vous avez.
Hein, donne-moi la liste des services que vous avez. Alors là, c'est pas ChatGPT, il ne va pas vous répondre, il va vous dire, je ne sais pas, parce que vous êtes en train de poser une question sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Maintenant, on va prendre un fichier PDF, on va essayer de faire le split, on fait text embedding, on stocke ça dans la base de données, et puis notre application, il prend la question, mais avant de poser la question au LLM, on va faire une recherche de similarité, on envoie la requête et après on va répondre. Donc, c'est-à-dire maintenant, on va passer vers le vrai chatbot. Maintenant, on fait du chat avec ChatGPT, si vous voulez, avec LLM Llama, mais maintenant, il nous faut ce chatbot pour un domaine spécifique. Alors, voilà, je suis en visite à Marrakech, donne-moi la liste des monuments à visiter. Voilà. Alors, le LLM open source, il connaît, donc il connaît ce que c'est Jemaa el-Fna, il connaît ce que c'est le palais de Bahia, etc. Et vous avez quelques éléments, donc ça c'est la base d'un prompt. Maintenant, ça c'est, on va dire, c'est le chat général, donc tout ce que vous pouvez poser comme question. Alors c'est déjà très bien, donc ici vous voyez, donc ça ne nous a pas pris assez de temps. On a déjà une application qui marche. Il y a une application complète, back-end et front-end. Maintenant, qu'est-ce qui reste à cette application? On va essayer de lui ajouter des questions comme ça. Donne-moi le nom et le prénom de la personne dans le CV. Je suis désolé, vous voyez, je suis désolé, mais il n'est pas reçu de CV. Donc maintenant, le LLM ici, il ne peut pas vous répondre sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors maintenant, nous, c'est le système RAG qui va nous permettre de répondre à cette question. Bon, la solution, on la connaît déjà parce qu'on l'a fait la dernière fois. Maintenant, il reste juste, on va essayer de l'intégrer dans l'application et après, on prend la pause. Alors pour cela, donc, je vais d'abord prendre un fichier PDF. Je vais prendre un fichier n'importe lequel. Je vais prendre mon CV par exemple, dont je connais le contenu. Alors, CV, c'est un fichier PDF, comme ça, copier. Vous pouvez prendre n'importe quel fichier PDF, donc qui contient du texte. Pour le moment, on ne va pas exploiter les images, on va exploiter que le texte. Parce que si vous voulez exploiter les images du fichier PDF, il faut faire ce qu'on appelle un RAG multimodal. Mais ce n'est pas le cas ici. Dans notre cas, on va exploiter que le texte. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans le dossier ressources de mon projet, je vais créer un dossier dans lequel je vais mettre, par exemple, les documents PDF. Par exemple, ici. Pour le moment, je vais faire quelque chose de statique. Donc, ça veut dire que je vais copier directement mon fichier dans le dossier. Je vais le renommer. Je vais l'appeler, par exemple, cv.pdf. Elle est là. Et puis, donc, avant de travailler avec la base de données PG Vector Store, c'est-à-dire Postgres, donc je vais d'abord utiliser un fichier. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler store, dans lequel je vais créer mon store sous forme d'un simple fichier. C'est toujours bien de passer via le fichier parce que Simple Vector Store, ça marche bien aussi bien pour la Mac que pour OpenAI. Mais par exemple avec PG Vector Store, on va voir c'est que la dimension des vecteurs est là une dimension max qu'il ne faut pas dépasser. Donc ce qui fait que pour quelques modèles
en principe comme Lama 3 par exemple, vous allez voir que ça ne tient pas, donc il faudrait en fait corriger ce problème-là, mais en tout cas il y a des solutions. Mais pour le moment, on va faire comme la dernière fois, on va commencer par un fichier, un file, c'est toujours simple. Mais bien sûr, en production, on ne va pas utiliser le fichier parce que quand la quantité de données à stocker devient très importante, c'est-à-dire la recherche sur un fichier texte sans passer via un système de gestion de base de données, ça prend du temps. Mais ça marche. Alors donc voilà, donc nous avons le dossier store et nous avons PDF. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que dans mon package de l'application, je vais créer un package que je vais appeler config. Et dans ce package là, je vais créer une classe que je vais appeler data loader. Rag data loader. Donc ça c'est le service qui va permettre de faire ce travail là. Alors donc c'est un component. Et puis donc dans ce composant nous aurons besoin de déclarer, voilà, je vais arranger ça. Donc j'ai besoin de déclarer une ressource. Alors ça c'est PDF resource. Ça c'est la ressource PDF. Alors bien sûr cette ressource là, donc je vais l'injecter de manière statique ici, value. Donc ça se trouve donc la spat. Le dossier où se trouve ce fichier PDF s'appelle PDFs. Et le fichier s'appelle cv.pdf. Alors PDF. Voilà. Alors ça c'est. J'aurai besoin également du nom de mon store. Donc je vais le déclarer de type string. Donc je vais l'appeler store file. Ça c'est pour le moment on va pas utiliser une base de données, on va utiliser un simple fichier. Alors je vais injecter une valeur. C'est quoi la valeur? Donc mon fichier je vais l'appeler par exemple store data par exemple .json. Ça c'est V1 version 1. Ça c'est le nom du fichier, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et puis on va créer un bin qui est simple vector store parce que ici donc on va faire quelque chose de plus simple. Alors simple vector store. Voilà. Alors ce simple vector store, pour le créer, on va créer un objet de type simple vector store. Donc vector store égale new simple vector store. Alors ce simple vector store qui est fourni par Spring AI, il a besoin d'un modèle de embedding. Alors je vais utiliser normalement c'est Llama embedding ou Llama embedding model. Ben, pour ne pas le préciser directement, il suffit de l'injecter en utilisant donc ici embedding model. Voilà. Donc on peut l'injecter. Et je vais utiliser ici embedding model. Donc ça c'est mon vector store, il est là. Alors maintenant, je vais devoir lire le fichier PDF, mais d'abord je dois vérifier est-ce que ce fichier existe. Alors pour cela, donc je vais déclarer le chemin de ce fichier là. Donc ici, donc je vais l'appeler filestore. Filestore path. Filestore si vous voulez. Égal à quoi? Égal, c'est path of. Donc dans path, je vais aller vers le dossier source src main ressource. Et le dossier s'appelle store. Donc c'est src virgule source main virgule ce dossier resources. Et après donc ça c'est le, et après il y a le dossier s'appelle store. Voilà. Alors tout ça je vais faire .getPath, get absolute path. Alors get alors c'est quoi? Alors ici donc j'ai utilisé path new, c'est bien ça, path
Alors, get file name, donc je veux pas, donc get... j'ai quelque chose qui manque, get absolute path, donc je vais utiliser paths, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est bien ça. Paths. Non, c'est pas ça. C'est path of, tout ça. .get file to absolute path, voilà. Donc c'est le chemin absolu auquel je vais ajouter encore, plus slash le fichier. Et le nom du fichier c'est store file store. Voilà, alors j'ai le fichier, je vais créer un file. J'aurais pu directement le convertir en un objet de type file. File égale new file de file store. Et comme ça, je vais tester if file exist, if not exist, c'est-à-dire si le fichier n'existe pas, je vais le créer. Et bien pour le créer, donc je vais utiliser quoi? Ben, je vais lire le fichier PDF. Et pour lire le fichier PDF, j'ai besoin d'ajouter une dépendance dans le fichier .xml. On l'a vu la dernière fois. C'est Spring AI. Alors prenez la dépendance de Spring AI par exemple au lama, faites copier-coller celle-là, côté. Il va remplacer ça par PDF Document Reader. Voilà, c'est celle-là. Update. Et voilà. Donc si le fichier n'existe pas, et bien tout simplement je vais lire le fichier page PDF. PDF. C'est un peu bizarre, parce que comme la dernière fois, on dirait, donc c'est import. Normalement, j'ai bien actualisé. Ouais. Donc c'est page PDF, ben, il ne le retrouve pas, donc ben, on va l'importer. Alors, le package. Alors, page PDF Reader. Alors, page PDF Reader, il se trouve dans quel package? Ce package-là. C'est un peu bizarre, mais d'habitude intelligible. Mais bon, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, donc je reviens vers mon chatbot ici. Je vais importer ça et je vais l'utiliser. Alors, page PDF Reader. Alors ici donc PDF Document Reader égale new page PDF Document Reader et on va lire à partir de ce fichier là PDF Resource. Alors si vous utilisez PDF Reader.get, il va vous retourner la liste des documents, une liste de documents. Chaque document normalement c'est une page. Si votre fichier PDF contient 50 pages, alors vous allez avoir une liste de 50 pages. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé ici page PDF, parce qu'il y en a encore d'autres modèles. Et puis je vais faire maintenant split en utilisant text splitter égale new token text splitter et text splitter.split. Je vais découper cette liste de documents en un ensemble de chunks. Ça me donne également une liste de petits documents. C'est ce que je vais appeler chunks. Alors maintenant, ces chunks là, donc je vais les enregistrer dans le store. Alors ici donc vector store point. Je peux utiliser add comme je peux utiliser accept ou bien add, ça marche, les deux fonctionnent bien. Chunks. Et donc vous voyez donc vector store, il utilise ce modèle de embedding pour faire une représentation vectorielle avant qu'il soit enregistré dans la base de données. Donc c'est-à-dire on est parfaitement dans cette logique là. On a fait split, il y a un problème, hein, non, j'ai fait split et j'ai ici le, voilà, j'ai enregistré maintenant dans le store.
Et maintenant, je vais enregistrer le fichier. J'ai fait donc text embedding, je l'enregistre dans le store. Et pour l'enregistrer, je vais utiliser vectorstore.save dans le fichier. Le fichier s'appelle file tout simplement. Ce fichier-là. Donc, c'est-à-dire, c'est ici. Voilà. Sinon, else, c'est-à-dire si nos documents PDF sont déjà stockés dans le vector store, on ne va pas le faire à chaque démarrage. Là, on va tout simplement les charger en utilisant simple vector store.load plutôt vector store.load. Load à partir du fichier. Et à la fin, je vais retourner vector store comme étant un bin. Donc sans oublier ici la notation bin. Ça c'est important parce que là, je crée un... Alors ici, donc, je crée un simple vector store parce que ici, jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé PG vector store, donc j'ai besoin d'utiliser ce vector store là. Vous voyez, donc ça c'est le code, c'est le même code que nous avons écrit la dernière fois. Donc c'est une reprise. Je redémarre l'application. Alors maintenant, au démarrage de l'application, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'on va lire le fichier PDF, on va faire split, on va le découper, on va l'enregistrer et vous allez d'ailleurs voir quelque chose ici. Vous voyez donc into chunks. Bon, ici donc chaque page il a été découpé en 2 chunks. Pourquoi? Tout simplement parce que par défaut le chunk, on a montré la dernière fois, le nombre de tokens par défaut c'est, je pense, c'est 800 ou je sais pas combien par défaut. Parce que ici on n'a pas configuré donc text splitter. Donc si vous regardez text splitter, vous allez voir que par défaut il découpe en 800 chunk size 800. C'est-à-dire si vous prenez, donc chaque chunk contient 800 tokens. Donc ici, donc vous voyez, donc ça tient, donc il a fait le travail. Ça prend un peu de temps, mais après dans votre application, on devrait avoir dans l'application quelque part dans la partie front-end la possibilité de faire upload directement. C'est à nous de choisir le fichier et quand vous faites upload, on va faire appel à cette opération-là. C'est-à-dire c'est que je fais upload un fichier, je prends le fichier et je vais l'ajouter au store. Bon, ça c'est quelque chose qui devrait être fait. Mais pour le moment, on suppose que nos fichiers PDF, ils sont là. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau fichier PDF, on va l'ajouter comme ça, de cette façon-là. Mais ça, c'est une solution intermédiaire. Donc l'application, elle est démarrée. Et si tout se passe bien, vous allez voir que dans le store, ici, il y aura le fichier qui a été créé. Alors, il faut le regarder. Alors, pourquoi... Voilà. Le fichier, il est là. Et vous voyez donc, mon store, c'est ça, un ensemble de documents. Chaque document, il y a le embedding. Donc, vous voyez, donc le embedding, c'est un vecteur de nombre. Donc, ici, il y a une dimension par défaut qui est utilisée. Donc, il y a le chunk, le texte, le content. Il y a les métadonnées, notamment le numéro de la page et la source du document. Tout ça, les métadonnées sont très utiles parce qu'ils sont toujours envoyés vers le LLM. Et du coup, donc, le LLM, ça lui permet de comprendre d'où provient cette information. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Donc, ça, c'est également un autre chunk, etc., etc. Donc, tout ça, c'est mon CV maintenant. Il est dans mon CV, il est dans le Vector Store. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'on va changer notre service de chat. Alors, notre service de chat ici, on appelle directement c'est-à-dire le LLM, mais cette fois-ci, je vais d'abord faire ça. Je vais injecter d'abord le Vector Store que j'ai créé. Donc, je vais l'ajouter, je vais faire l'injection via le constructeur. Et puis, donc, quand j'ai la question, la première des choses que quand je pose la question, la première des choses que je vais faire, c'est voilà, je vais faire une requête vers mon store pour faire une recherche de similarité. Et pour cela, donc, je vais utiliser donc Vector Store .similarity research. Ici donc question. Donc si je demande à mon Vector Store, donne-moi la liste des documents
la liste des documents qui sont proches, c'est la sémantique, c'est dans le sens, sont en relation avec la question. Donc ça c'est très important, il s'agit bien de la recherche sémantique. Et puis donc je vais convertir, comme c'est une liste de documents, j'ai besoin de le convertir en une liste de strings. Alors pour cela je prends les documents et je fais map pour chaque document. Je vais faire appel à la méthode getContent. Et je fais to list. Voilà. Donc maintenant j'ai une liste de strings. Ça c'est le contexte. Voilà. Donc ça c'est le contexte que nous avons. Donc pour chaque document j'appelle la méthode getContent et le contenu c'est le texte. Alors maintenant il me faut un prompt, il faut créer un prompt. Alors pour ne pas écrire le prompt dans le code, ce qui est une mauvaise pratique, ce qu'on va faire c'est que dans le dossier ressources, on va créer un dossier qu'on va appeler prompts. Et dans ce dossier là, on va créer un fichier qu'on va appeler prompt template.string template st par exemple. Et le prompt pour un système RAG, maintenant on va faire quelque chose de plus simple, on va lui dire réponds-moi de provided question en utilisant uniquement le contexte, de given context. Et donc ici donc on va lui dire c'est quoi le contexte, contexte deux points, c'est une variable qu'on va remplacer par le contexte ici, et puis le question, la question, c'est la question ici. Donc j'ai une variable question dans laquelle je vais injecter la question. Donc ça c'est notre prompt de RAG, et après on va lui dire city answer. Alors, et après, on va lui dire si tu connais pas la réponse. If you don't, si tu n'as pas la réponse. Si tu n'as pas la réponse, on va lui dire de répondre. Avec ça. Oui, par exemple, I don't know. Vous écrivez quelque chose ou vous écrivez avec votre langue. Ça c'est en berbère. Voilà. C'est-à-dire je sais pas. Je sais pas. Alors ça c'est votre texte. C'est-à-dire vous savez dans votre prompt quand votre LLM répond avec ces tokens là, c'est-à-dire que dans mes documents, dans mon store, il n'y a pas d'informations relatives à la question posée par l'utilisateur. Alors donc ça c'est ce que je vais mettre ici. Et puis donc on va faire alors pour les gens qui ne connaissent pas le berbère, voilà. Alors mail need comme ça. C'est quoi ça? Je sais pas ce que tu m'as dit. N'importe quoi. Bon, c'est un peu le. Alors donc ça c'est le prompt template. Après maintenant ce qu'on va faire, on revient vers notre service. Alors notre service ici, on va le changer. Et pour le changer, voilà. Donc quand j'appelle la méthode ici, je fais vector store pour faire la recherche de similarité. J'ai le contexte. Maintenant je vais créer un prompt template. Alors prompt template égale new prompt template. Et maintenant le prompt template, donc je vais le chercher ici. Je vais créer une ressource.
ici, je vais injecter avec value, je vais lui dire d'aller vers le class path, et de chercher dans le dossier prompt. Le fichier s'appelle prompt template.st. Bon, c'est-à-dire je vais chercher ce fichier là. Voilà, prompt template.st qui se trouve là. Donc ici, donc je peux lui donner directement l'objet. Voilà. Comment il s'appelle? Je vais l'appeler prompt. Prompt resource. Voilà. Donc j'ai prompt template, mais maintenant ce prompt template, il faut que je remplace ça. Je dois remplacer contexte par le contexte et je remplace question par la question. Je vais injecter mes données ici. Et pour cela, donc je vais faire ça. Alors, je vais utiliser prompt template.create. Et quand vous faites create, vous pouvez utiliser un map dans lequel vous mettez off et vous mettez les paramètres. Le premier paramètre s'appelle contexte. Je vais le remplacer par contexte, c'est-à-dire cette liste de chunks, de documents. Et le deuxième s'appelle question. Je vais le remplacer par la question posée par l'utilisateur. Alors la méthode create va me retourner un objet de type prompt. Voilà. Alors tout ça on l'a déjà fait. Bah, donc maintenant j'ai le prompt qui est créé. Ben, j'envoie tout simplement le prompt vers le LLM. Ici j'ai plus besoin d'utiliser user et je laisse ça. Voilà. Et j'ai terminé mon travail. Donc ici, maintenant, la question que je pose là, c'est une question qui va mon chat. Maintenant, c'est un vrai chatbot. Pourquoi? Parce que les questions, il va chercher les réponses en se basant sur le contexte. Parce qu'on lui a dit, donc, réponds-moi à cette question en utilisant mon contexte. Et ça, c'est important. Donc, une fois que ça démarre, donc, on va essayer de tester ça. Maintenant, je vais essayer de lui dire, donne-moi le nom. Donne-moi le nom et le prénom de cette personne. Donc forcément, là, il va vers le store, il fait une recherche similarité, il prend le contexte, il met le contexte dans le prompt, il envoie le prompt vers le LLM, et là, selon les informations fournies, la personne, le nom, Mohamed Yousfi. Donc ici, donc, vous voyez donc votre chatbot, il a pu répondre. Mais maintenant, le temps de réponse, pourquoi ça a pris du temps? Parce que c'est Llama, c'est local. Si vous avez une machine très rapide, ça va être plus rapide. Et si vous utilisez OpenAI, ça va être plus rapide parce qu'en fait, si vous... En tout cas, ici, donc, en local, vous voyez donc un LLM open source en local, ça nécessite quand même une machine qui est très rapide. Bon, généralement, ça ne dérange pas les entreprises d'acheter un serveur très puissant dans lequel on met Llama 3, par exemple, une fois pour toutes, on connaît l'adresse IP, donc après, toutes vos applications vont interroger le modèle. Et si vous n'avez pas besoin de clés, vous n'avez pas besoin de payer, et surtout, vous avez des choses qui restent dans l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire les données ne sortent pas. Vous utilisez quelque chose qui est interne à l'entreprise. Alors, on peut lui poser encore d'autres questions. On va lui dire, par exemple, donne-moi la liste des diplômes. Ah, regardez, là ça c'est pas bon. Alors c'est-à-dire que ici, bon, la question, c'est ça ce qui fait un peu la différence entre par exemple Llama avec OpenAI. Peut-être OpenAI va comprendre facilement, mais ici liste des questions, c'est pas une question.
liste des diplômes. Si tu vous dites donne-moi la liste des diplômes par exemple. Normalement ça devrait marcher. Voilà. Alors, donne-moi au format JSON le nom, prénom, et l'âge. Alors, donne-moi au format JSON le nom. Alors, OpenAI, avec ce genre de questions que j'ai posées, il va vous répondre. Llama, il faut être un peu plus précis. C'est un peu le... Alors, ici, donc, après, donc, on va essayer de basculer vers OpenAI, vous testez, mais après, il faut un peu... il faut, si vous voulez, faire les tests sur votre contenu. Alors maintenant, le plus important, c'est que ici, généralement, comme vous lui dites la liste des joueurs de l'équipe du Maroc, là maintenant, parce que vous lui dites, réponds-moi à la question uniquement en utilisant le contexte. Alors si vous voyez que votre chatbot, il fait des erreurs, et bien tout simplement, vous allez maintenant évaluer le prompt. Donc vous voyez, donc, je n'ai pas la réponse. Alors, pour évaluer le prompt, vous allez aller vers le prompt et vous allez faire un bon prompt. Alors maintenant, si je sais que mon chatbot spécialise dans un domaine, on va lui dire, tu es un assistant, on va te fournir des données relatives au CV des personnes, etc., etc. Ouais, donc, système message, c'est lui qui va permettre au LLM de comprendre facilement le contexte. Donc, si on ajoute ici, donc, c'est-à-dire des informations concernant le contexte, alors vous allez voir que ça va vous donner de bons résultats. Et c'est ça le prompt engineering, c'est-à-dire que dès que ça ne donne pas des réponses satisfaites, ben, il ne faut pas dire le problème de LLM, non. C'est le problème du prompt. C'est-à-dire votre prompt tel que vous l'avez créé nécessite encore d'être mieux conçu. Et après, il faut le dire, par exemple, ce prompt-là, si vous le testez avec OpenAI, regardez, donc je vais basculer vers OpenAI et on va voir un peu, ça vous donne une idée sur... alors, pour basculer vers OpenAI, est-ce que c'est bien ça ta question? Oui, monsieur, c'était ça ma question. Alors, maintenant, pour basculer OpenAI, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire ça. Je vais d'abord activer. Alors, POM XML, je vais désactiver Llama, la dépendance. Et je vais activer OpenAI à sa place. OpenAI. Voilà, actualiser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il me faut la clé. N'est-ce pas? Alors, il me faut donc spécifier quel modèle que je vais utiliser ici. Donc, il me faut ajouter Spring AI OpenAI Key. Également, Spring OpenAI Model. Alors, pour le modèle, je vais utiliser GPT-4o. Et pour la clé, je vais utiliser une clé donc, à créer. Bon. Alors, je vous rappelle que pour créer la clé, il vous faut payer un peu d'argent. Alors, ici, donc, c'est plateforme OpenAI.
Donc si vous êtes authentifié avec votre compte, vous allez trouver ici donc le dashboard, API keys. Ben, je vais créer une clé. Hop, rag. Copier. CTRL V. Alors comme je disais, donc ça c'était une mauvaise pratique de mettre des clés comme ça. Bon, ça c'est, je vous le montre en classe, mais en production, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut mettre une variable d'environnement que vous allez appeler par exemple key, ou là vous l'appelez OpenAI key, ou je sais pas quoi, et dans laquelle, dans la variable d'environnement, c'est là où vous allez stocker la valeur. Alors je la laisse comme ça. Si je redémarre, vous allez voir que ça va pas marcher. Regardez. Pourquoi ça va pas marcher? Parce que ici maintenant, ici donc modèle embedding. Ok? Donc le modèle embedding, cette fois-ci embedding model, il va utiliser OpenAI modèle embedding. Il se trouve que le OpenAI modèle embedding, quand il va créer les vecteurs, ils ont une dimension. Alors que en fait au Llama, la dimension des vecteurs elle est différente. Donc ce qui fait que je ne peux pas par exemple utiliser le même store que j'ai créé avec Llama embedding dans OpenAI embedding. Donc il faudrait que la dimension des vecteurs corresponde au modèle. Donc ici il démarre, il suppose que le vector store existe. Mais quand je vais lui poser la question, vous allez voir, il va m'afficher une exception. Ben, voilà, l'exception, il vous dit, voyez, il vous dit que regardez, la longueur des vecteurs n'est pas la même. Parce que dans le modèle que j'ai créé, donc j'ai fait le embedding avec Llama, mais maintenant, quand j'ai pris la question, j'ai fait le embedding avec OpenAI. Donc, la dimension des vecteurs ne sont pas les mêmes, donc on ne peut pas faire une recherche de similarité. Donc, la solution, c'est de créer un autre fichier. Ici, je vais l'appeler V2. Et je redémarre. C'est-à-dire, cette fois-ci, mon vector store, il va créer un nouveau vector store. Il va faire split, parce que le fichier n'existe pas. Ben, il va faire le split, il va faire ce travail-là au départ. Vous voyez, donc il est en train de créer les chunks. Et là, on a facilement basculé vers le OpenAI. Voilà, alors donc il a démarré. Alors maintenant, si je lui donne par exemple le nom. Vous voyez donc, déjà, c'est plus rapide, n'est-ce pas? Et c'est plus précis encore. Je n'ai pas besoin de lui dire « donnez-moi le nom », etc. Donc c'est juste, maintenant, c'est un peu vous voyez donc la puissance de GPT-4o, c'est quelqu'un qui comprend facilement vos questions. Et Llama, il est open source, mais si vous voulez qu'il comprenne réellement votre question, il faut que votre prompt soit un peu bien précis. Alors maintenant, si je lui dis « donne-moi au format JSON le nom, prénom et âge », vous voyez donc qu'il me donne au format JSON le nom, le prénom et l'âge. Alors ça c'est intéressant. Je pense que maintenant vous avez vu comment on fait un chatbot basé sur Llama. Et donc vous avez vu comment on a basculé vers OpenAI. Nous avons créé deux stores. Vous voyez donc store 1 et store 2. Store 1 c'est pour quand vous utilisez Llama, et le store 2 c'est quand vous utilisez OpenAI. Donc forcément notre application ici on va à chaque fois changer ici, mais bon. Maintenant, après, si vous voulez créer quelque chose de mieux, bon, dans votre interface, il faut que votre application soit configurable, etc. Mais vraiment, ça vous donne une chance de s'attaquer à des problèmes réellement qui sont demandés par les entreprises. Donc je vous fais ça. Et si en même temps, vous allez profiter donc parce que peut-être, il y en a quelques-uns pour la première fois, ils vont utiliser donc Vaadin, React, et tout ça, ça fait beaucoup encore. Avec Spring AI, donc vous avez quelque chose d'assez intéressant. Alors maintenant, si vous posez une question par exemple,
si vous lui dites je veux la liste des monuments à visiter, vous voyez, donc il est plus précis. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu m'as dit. Alors, donc OpenAI, c'est-à-dire le prompt, généralement avec OpenAI, le prompt c'est facile à rédiger. Pour Llama, le prompt, il faut l'évaluer à chaque fois. C'est-à-dire, bon, ça c'est juste quelques informations à tirer à partir de cette activité pratique. Mais quand vous n'avez pas de bonne réponse, ça veut dire tout simplement, il ne faut pas se dire c'est le prompt qui n'est pas bon. Plutôt, ce n'est pas le LLM, c'est que vous n'avez pas su poser la question. Si vous n'êtes pas satisfait de votre réponse, c'est que vous n'avez pas su poser la bonne question. Et bien tout simplement, il est où la question? Elle est là. C'est ça le prompt. Prompt template. Parce qu'ici, on n'a pas apporté le contexte, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de mieux, à mon avis, par exemple, si vous travaillez pour une problématique dans le domaine du tourisme, ben vous lui dites, vous êtes un assistant dans le domaine du tourisme, les utilisateurs vont poser des questions relatives aux services qui sont de etc. Et donc, vous lui dites, réponds à la question en utilisant le contexte qui sera fourni. Donc ça va vous donner encore mieux, ça va vous donner quelque chose de plus précis pour votre problématique. Allez, non. Donne-moi au format JSON. Alors le score, en tout cas, le score, le score, de toute façon, parce que ça, c'est normalement, il va utiliser le contexte, il va vraiment faire des choses, mais par des exemples que j'ai fait dans le passé, donc il arrive aussi à scorer des CV, à faire des choses comme ça, pour des profils précis, comme quoi les départements RH, ils ont besoin souvent d'utiliser des applications aussi comme ça. Voilà, alors ça c'est pour ce qui concerne la partie chatbot, je pense qu'on a fait le tour. Alors maintenant pour le reste, maintenant vous voulez la vraie application, c'est que vous aurez besoin aussi de la partie base de données, etc. Bon, déjà si vous voulez basculer vers PG Vector Store, parce que là on est toujours sur un file store, ça c'est en production, c'est pas ce que vous allez faire. Alors maintenant on va utiliser une base de données Postgres. Alors pour cela, je vais maintenant revenir. Je vais arrêter l'application et je vais revenir vers le fichier, maintenant POM.xml. Et dans POM.xml, je vais activer PG Vector Store. Here. Alors, PG Vector Store, donc voilà, je vais l'activer. OK. Et puis vous allez voir que c'est parce que j'ai utilisé Docker Support. Regardez. Alors Docker Support, voilà. Je vais l'activer également. Activer. Alors ça c'est Docker Compose Support. Parce que je l'avais utilisé au départ. Alors ce qui va se passer c'est ça. C'est que vous allez voir que d'ailleurs il vous a généré un fichier qui s'appelle compose.yaml. Regardez. Alors en principe si vous avez Docker qui est installé, vous avez déjà, si vous voulez démarrer maintenant PG Vector Store, bah, tout simplement vous avez le fichier Docker compose.yaml. Donc voilà l'image Docker de Postgres, c'est-à-dire de PG Vector Store.
Voilà le nom de la base de données. Alors la base de données, je vais l'appeler CV Store par exemple. CV Store. Ça c'est la base de données. Le secret, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Le mot de passe c'est password. L'utilisateur c'est admin. Donc l'utilisateur admin, password admin. Et je vais exposer je vais démarrer parce que en fait Postgres utilise par défaut le port 405432. Donc je vais l'exposer sur le port 5432. Voilà. Alors maintenant normalement si vous voulez démarrer le Alors, si vous voulez démarrer donc plutôt Postgres, donc on va utiliser la commande directement ici. Donc, vous voyez donc ls. Donc, vous voyez le fichier Docker Compose, il est là, Compose YAML. Il suffit de taper la commande Docker Compose app. Donc, app, il va démarrer tous les services qui sont déclarés dans Docker Compose YAML. Donc, ici, parce que voilà, il est déjà Ah, ben il me dit que le port 5432, il est déjà utilisé. Donc ici, donc, je dois utiliser donc Docker PS parce qu'il y a déjà quelque chose qui est démarré. Elle est là. J'ai déjà démarré en fait un conteneur, donc je vais l'arrêter. Et pour l'arrêter, donc je vais prendre le numéro le ID du conteneur, prendre une partie. Je vais utiliser la commande docker stop et je vais le supprimer. Container rm remove. Je vais supprimer ce conteneur et comme ça, donc je peux démarrer à nouveau. Donc ici Docker Compose app. Donc ici, donc, en principe, avec la commande Docker Compose app, donc ça vous permet de démarrer votre fichier. Ou bien, si vous faites CTRL-C, maintenant, si vous démarrez votre application, il va automatiquement démarrer, voilà, il va faire Docker Compose app. Donc chaque démarrage, il le fait. Donc vous allez le remarquer. Donc, mais je vous conseille pas de démarrer le conteneur parce que ici ce que je vais faire, c'est que dans le fichier Application Properties, vous avez une propriété qui est Docker Compose Spring Docker Compose Enabled. Alors par défaut, il est à true. Vous pouvez le mettre à false. Alors, si vous les mettez à false, ça veut dire que si vous démarrez l'application, il ne va pas démarrer le conteneur. Et dans ce cas-là, c'est à vous de le démarrer manuellement. Alors maintenant, ce que vous voulez faire, bon, si vous le laissez à true en démarrant, si le conteneur n'est pas démarré, il va le démarrer. Mais après, vous lui dites Spring. Alors, Spring Docker. Alors. Life Cycle Management. Alors vous avez Start Only, None, Start and Stop. Alors Start and Stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je démarre l'application, il démarre le conteneur. Et dès que j'arrête l'application, il va arrêter le conteneur. Alors si vous mettez Start Only, ça veut dire que si le conteneur n'est pas démarré, il va le démarrer. Mais quand vous arrêtez, il ne va pas l'arrêter. Donc ça c'est Docker Support. C'est quelque chose qui fait partie de Spring, des dépendances de Spring, qui sont très utiles. Bon, cette année, on ne les a pas utilisées, mais parce qu'en fait, la partie DevOps, donc vous allez la faire l'année prochaine. Donc, vous allez beaucoup travailler avec Docker. Donc, ça fait partie des outils, mais il ne faut pas attendre. C'est des choses qu'il faut commencer à vous y habituer. Mais ça, c'est juste à titre d'indication. Alors maintenant, on va juste préciser. On va préciser donc notre data source. Maintenant, je ne vais pas utiliser donc H2. Donc, je vais utiliser Spring
data source URL. Alors URL, donc ça va être JDBC. Alors j'ai oublié le Spring Data, la dépendance Spring. Non, j'ai Spring Data, donc normalement ce Spring JDBC Client, ça peut marcher, oui, on va voir. Alors ici donc JDBC de point Postgres de point / localhost. Alors le port de Postgres c'est quoi? C'est 5432 et la base de données. Normalement on va établir une connexion vers la base de données et la base de données, comment il s'appelle? Alors notre base de données s'appelle CV Store. Voilà. Username, Spring Data Source username, c'est admin. Et Spring Data Source password. Password. Voilà. Alors ça c'est notre data. Alors maintenant, du moment que maintenant on a PG Vector Store, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin d'utiliser en fait la dépendance. Donc je vais l'utiliser JDBC Client. Je n'ai pas besoin d'utiliser ici. Alors JDBC Client. Alors pour cela, donc il me faut la dépendance. La dépendance. Alors start.spring.io. Alors je suppose que je vais créer un projet Maven. Maven, je vais ajouter une dépendance JDBC Client. Voilà, JDBC API. Alors explore et j'ai la dépendance ici. Alors c'est Spring Starter JDBC. J'en aurai besoin. Je vais l'ajouter. Alors pour le moment H2 je vais carrément l'ignorer. Je vais la mettre en commentaire. Voilà. Et puis maintenant on va changer un peu de notre code. Pourquoi? Parce que dans notre code nous avons utilisé Simple Vector Store. Ça, on va l'ignorer. C'est-à-dire tout ce que nous avons fait ici ne marche plus. Pourquoi? Parce que par défaut, il va nous créer PG Vector Store. Ben, il dit que donc PG Vector Store, il est déjà créé. Donc, on n'a pas besoin même de le créer parce que le PG Vector... Donc, ce qu'on va injecter là, ce que nous avons injecté ici, ce PG Vector Store maintenant qu'on a injecté, c'est celui de Postgres. Donc, mais par contre, on a besoin de faire ce travail-là au démarrage. C'est-à-dire, nous avons besoin de stocker tout ça dans la base de données, ce document-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais créer une méthode void que je vais appeler init, par exemple, init store. Voilà. Init store. Donc je vais alors je voudrais que cette méthode s'exécute après l'instanciation. Je vais utiliser la notation post-constructor. Bon, post-construct, ça veut dire que c'est une méthode qui va s'exécuter juste après l'instanciation de ce composant. Et c'est dans cette méthode-là que je vais faire ce travail-là. Je vais lire le document et je vais le stocker. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de voir est-ce que les données ne sont pas déjà enregistrées dans la base de données. Alors, pour voir si les données ne sont pas enregistrées dans la base, alors déjà, je vais vous montrer quelque chose d'abord. Regardez, je vais mettre ça en commentaire. Je démarre l'application parce qu'il faut être sûr que nous sommes dans la bonne route. Je vais fermer cette fenêtre-là, comme ça j'ai un peu d'espace. Alors cette fois-ci, donc mon application est démarrée.
Et ben, j'attends. S'il n'y a pas d'exception, il y a une exception. Alors, il ne peut pas créer un dialecte GDBC persistance. Donc, persistance GDBC URL. Alors, je pense que j'ai mal écrit le... Alors, Postgres GDBC. Il y a quelque chose qui manque là, c'est sûr. Alors, regardez. Alors déjà, c'est pas le bon. Ragrag. Alors c'est PostgreSQL, c'est ça. Donc c'est PostgreSQL localhost, ben c'est ça. Alors je prends mon application. Ici donc je vais remplacer ça. Et je redémarre. Et encore exception. Alors, il vaudrait mieux que je fasse copier-coller parce que qu'est-ce qui cloche? Faire copier-coller. Comment ça, la fatigue? Alors. A priori, il n'y a pas de problème. GDBC, PostgreSQL, localhost, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi ça ne tient pas? Monsieur, est-ce que la base de données est créée? Oui, normalement, parce que en fait, quand vous démarrez avec Docker, vous allez la base de données est créée. Alors ici, donc si le conteneur est démarré, alors j'ai toujours true ici, donc normalement le conteneur est démarré. La base de données c'est celle-là, password, admin, donc ça c'est le, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors d'ailleurs, si vous voulez vérifier, vous allez établir ici un data source. Vous pouvez regarder la base de données. Alors vous créez un data source de type Postgres. Il suffit de dire je veux me connecter vers voilà. Normalement ça, vous l'utilisez pour n'importe quelle base de données. Ça c'est très intéressant. Alors ici donc je vais m'authentifier avec user, c'est admin. Le mot de passe c'est password. Et la base de données s'appelle CVStore. Vous testez. Ah non, ça tient pas. Alors ici il y a quelque chose qui cloche. Alors admin c'est password. Il y a quelque chose qui cloche. Alors je vais revérifier. Alors docker ps pour voir les conteneurs. Alors je vais arrêter ce conteneur là. Alors docker stop. Et je vais également le supprimer. Container remove. Je supprime le conteneur. Je le démarre manuellement comme ça. Docker ps docker app, docker compose app, je préfère comme ça pour être sûr que tout est démarré. Voilà, create database, donc normalement ça c'est bon. Une fois qu'elle est démarrée,
maintenant, dans mon application, ben, je vais lui dire ce n'est plus la peine de le faire avec en démarrant l'application. Je vais mettre ici false, enable false, comme ça, donc ça n'a plus d'intérêt. Et je vais essayer d'établir, voilà, de me connecter vers la base de données CV Store, password. Maintenant c'est bon. Oui, donc la connexion c'est bon. Alors, actualiser, refresh. Et ici donc la base de données est créée. Mais pour le moment, il faut que vous allez voir, si je démarre l'application maintenant, si je démarre l'application, s'il n'y a pas d'exception, il va me générer une table qui s'appelle Vector Store par défaut. Et cette table Vector Store, c'est là où il va stocker nos données. Ben, il faut qu'on réussisse d'abord cette étape-là. Alors ici donc, tout ça c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Alors, si je fais refresh, voilà. Alors maintenant, regardez. Donc, tout est démarré normalement. J'ai ici les tables, j'ai ici Vector Store. C'est-à-dire, j'ai une table qui est créée. Regardez les colonnes du Vector Store. Il y a ID, il y a le content, c'est le contenu. Et après, il y a embedding. Embedding, c'est ça, regardez. Il est de quel type? Pour vous, c'est petit, c'est Vector 1536. Ça veut dire que pour PG Vector Store, c'est clair, le embedding model, il utilise un vecteur avec cette dimension. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu la particularité des SGBD. Donc, chacun utilise un modèle d'embedding, c'est-à-dire qu'il se base sur une dimension. Alors maintenant, bon, Spring, il nous génère, ça, mais si vous voulez le faire vous-même, et si vous regardez dans la documentation de Spring PG Vector Store, Spring AI PG Vector Store, dans la documentation, vous allez voir, voyez, normalement, voilà la base de données, c'est-à-dire sur votre base de données, il faut créer ça. Il faut créer une table qui s'appelle Vector Store, voilà le ID, voilà le content, voilà metadata et voilà le embedding. Alors, nous, on n'a pas fait. On aurait pu créer un fichier qui s'appelle schema.sql et comme ça, on le met dans le dossier ressources. Et quand on démarre, il va exécuter ce script-là pour créer la base de données. Mais si on ne l'a pas fait, parce que PG Vector Store, il contient déjà ce script, il le fait. C'est-à-dire que la dépendance qu'on a ajoutée, il a déjà fait son travail. Alors maintenant, donc ça c'est la première étape. Donc vous voyez donc ici, vous avez la base de données Postgres qui est générée. OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut nous transférer les documents vers ça. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais changer mon code ici dans Chat Client, Chat AI Service. Ben, je vais injecter JDBC Client. Je vais l'injecter dans le constructeur. Alors pourquoi JDBC Client? Parce que maintenant, non, c'est pas ici. Je n'ai pas besoin de JDBC Client ici. C'est dans l'initialisation. C'est-à-dire dans RAG Data Loader. Donc, je vais utiliser JDBC Client. Je vais l'injecter. OK. Dans le constructeur. J'ai ignoré ça. Je le mets en commentaire. Et je vais maintenant faire ça. Post-construct, c'est-à-dire après l'instanciation, je vais exécuter ce code. Et avec ce code, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser JDBC client.sql. Je vais exécuter une requête SQL directement. C'est select count
de étoile from. Comment il s'appelle la table? From Victor Store. Alors from Victor Store, il va. Ah oui, sans E. Merci. Donc from Victor Store, et je vais lui dire comme quoi je cherche je vais faire query, et le type que j'attends c'est un entier. Ça c'est JDBC client. Point single. Je veux une réponse. Et ça me retourne un entier. Ici count. Alors c'est quoi ce count là? Count c'est le nombre d'enregistrements qui existent dans la table. Alors maintenant je vais faire le test. Parce que ici qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vu ici le fichier n'existe pas. Mais cette fois-ci je vais voir est-ce que le if count égale à 0. C'est-à-dire il n'y a pas d'enregistrement. Si count égale à 0, c'est là où je vais faire ce travail-là, n'est-ce pas? Je vais faire copier-coller. Donc je vais prendre PG, je vais faire ça, je vais faire split comme tout à l'heure. Et maintenant je vais prendre le Victor Store et je vais donc ici donc j'ai besoin d'injecter le Victor Store ici. Victor Store. Je vais l'injecter. Cette fois-ci, je ne vais pas le créer parce que j'utilise le Victor Store qui ne crée pas. Par défaut, c'est PG Victor Store. Donc ici, donc Victor Store.accept. Vous pouvez utiliser accept ou bien add. Donc automatiquement, ces documents-là, ils vont vers la base de données. On va tester. Il est 13 h, j'espère que ça va marcher. Ben, en principe, ça devrait marcher. Alors, regardez ici, vous allez trouver chunk, voilà. Donc ça, c'est la preuve qu'on il a vu que dans la table, il n'y a pas d'enregistrement. Il fait les chunks, il fait ça. Maintenant, on va regarder ce que tout ça, on a tout ça dans la base de données. Si vous faites Victor Store, vous pouvez par exemple utiliser edit data. Regardez. Alors nous avons vous avez le ID, vous avez le contenu et vous avez le fichier, les métadatas, et nous avons le embedding. Le embedding c'est des vecteurs. C'est clair? Alors maintenant nous avons réussi à passer min file Victor Store vers PG Victor Store. Alors avec OpenAI ça va marcher sans problème. Alors maintenant, notre application, est-ce qu'on va changer quelque chose dans le chat service? Non. Pourquoi? Parce que chat service, lui, il utilise Victor Store. Ça peut être simple, ça peut être n'importe quel, c'est-à-dire le Victor Store qui est utilisé. Alors maintenant, l'application est démarrée. Je vais appeler mon front-end. Donc, localhost 8080, chat. Je pose la question, donne-moi le nom et le prénom. Et voilà. Donc ici nous avons notre voilà. Alors maintenant on va tester. Est-ce que le simple Vector Store et le PG Vector Store, est-ce que c'est pas mieux? Ben, on va poser la question de tout à l'heure. Pour un recrutement, donne-moi le... Ben, ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, le problème, c'est dans le prompt donc, de cette personne. Là, il ne le sait pas. Mais par contre, si vous lui dites, donne-moi au format JSON le nom, prénom et âge. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors voilà, donc il y a encore, il y a peut-être encore plus de choses.
mais je pense qu'il y a de quoi passer un mois août si vous voulez prendre du plaisir à monter en compétence, parce que vraiment, si aujourd'hui vous voulez faire de l'intelligence artificielle, il faut faire ça. Vous pouvez créer des modèles comme vous voulez, etc., etc., etc. Mais il faut savoir que les LLMs, ça résout déjà beaucoup de problèmes. Et donc, parfois, si vous voulez, vous avez une problématique, vous commencez d'abord à regarder avec les LLMs, est-ce que vous n'allez pas résoudre votre problème. La bonne partie des problèmes, on peut les résoudre avec les Large Language Models. Et puis, si le problème n'est pas résolu, on va faire le fine-tuning, les LLMs. Si le problème n'est pas réglé, c'est là où vous allez commencer à revenir, dire alors maintenant je dois vraiment créer de nouveaux modèles, je dois les entraîner, je dois faire beaucoup de travail. Et ça, c'est un travail assez lourd à faire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pas de problème? Tout marche bien? Alors voilà, alors maintenant pour l'utilisation, si vous voulez créer juste 2 minutes, je vais créer une entité. Maintenant, on va profiter de Vaadin. Regardez, je vais créer une classe, je vais créer une entité GPA que je vais appeler person. Je gère des personnes dans mon application. Et cette entité-là, donc, c'est le package. Ah, ça c'est le package. Delete. Alors, je vais créer un package que je vais appeler entities. Alors, dans entities, je vais créer une classe que je vais appeler person. OK. Alors, je gère des personnes. Alors, chaque personne est définie par son ID. Par le nom. Et par email. Alors, c'est une entité GPA, entity. Alors, j'ai l'unbox, donc je vais utiliser getter, setter, un constructeur sans argument, no arg constructor, un constructeur avec argument, et je vais utiliser un builder. Et là, vous avez ID, generated value. Je vais faire la validation. Alors ici, le nom doit avoir minimum size égale min, par exemple, égale à 4. Max égale, par exemple, 100. 20. Alors, égale à 100. Et après, celle-là, ça doit être une vraie adresse mail, email. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, vous avez une entité créée. On va créer un repository parce qu'on veut gérer ça. Donc, je vais créer une interface que je vais appeler person repository. Alors, j'utilise GPA, donc extend GPA repository. L'entité que je vais gérer, c'est des personnes. Et le ID, il est de type langue. Et dans mon service, je vais créer un autre service que je vais appeler person service. Person service. OK? Alors, c'est un service que je vais appeler le front-end. Donc, je vais utiliser browser callable et anonymous load. OK? Mais dans ce service-là, je vais créer les méthodes ajouter, supprimer, chercher. Je vais créer toutes les méthodes CRUD. N'est-ce pas? Et bien, si vous voulez créer les méthodes CRUD avec Vaadin, il suffit d'hériter d'une classe qui s'appelle CRUD repository service. Alors, CRUD repository service, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il faut lui donner quelle est l'entité qu'on va gérer? C'est person.
c'est quoi le ID? Il est de type long. Et c'est quoi le repository? Comment il s'appelle le repository? C'est person repository. Alors, sauf que person repository fait de la situation, il exige qu'il hérite d'une interface spéciale. Donc, je vais ajouter, je vais sélectionner l'erreur ici. Je fais Alt Entrée et je vais lui dire make repository extend, etc. Alors, en fait, ce qu'il a fait, c'est ça. C'est qu'en fait, notre personal repository, il hérite de GPA repository, mais en même temps, il doit hériter de GPA specification executor. Donc, c'est exigé par Vaadin. Donc, une fois que vous faites ça, ce service-là, eh bien, vous allez voir en 2 minutes, vous avez votre front-end. Voilà, j'ai le service créé. Je pense que c'est OK. Alors, si c'est OK, maintenant, je vais aller vers le front-end. Alors, dans mon front-end, je vais créer un composant que je vais appeler person component.tsx. Alors, export default function. Alors, person return. Ici, on va mettre ici pour le moment quelque chose de vide. Eh bien, je vais juste redémarrer mon application. Alors, si je redémarre mon application parce que j'ai créé un nouveau service, person service, et je voudrais qu'il me crée TypeScript, je voudrais qu'il me crée une classe qui s'appelle person service. La connexion internet a expiré, ou bien est-ce que soit qu'il a expiré, soit qu'il reste un peu de... Vous m'écoutez toujours, hein? Ah ben il reste 3 gigas. Si vous pouvez l'expirer. Alors, donc il a redémarré, n'est-ce pas? Regardez ce qu'on va faire. On va vers notre composant ici, person tsx. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser un composant qui s'appelle CRUD, AutoCRUD. Eh bien, ce AutoCRUD là, c'est comme si vous lui dites, je veux, génère-moi tout le front-end qui permet d'ajouter, de chercher, de faire les opérations. Pour quel service? Comment il s'appelle ce service? C'est person service. Person service. Person. Alors, ici, je ne l'ai pas encore. Alors, si je ne l'ai pas, ça veut dire que je dois, dans mon front-end, je vais actualiser. Alors là, il n'est pas encore là. Normalement, c'est démarré sans problème et pas d'exception. Alors, AutoCRUD. Alors, person service. Elle est là. Alors, person service et person model. Alors, vous voyez, donc, si vous cherchez, vous cherchez le... Parce qu'on a créé déjà une classe person. Si vous regardez person ici. Alors, c'est pas ici. On a ici person. Parce que le composant s'appelle person, person et person. Bon, ça peut poser... Alors, person model, c'est ça. Alors, person model, il fait appel... ben, tout simplement, ça représente, vous voyez, donc il y a name, il y a email, il y a etc. C'est-à-dire, bon, ça représente le modèle que j'ai créé côté front-end. Et si je redémarre mon application, alors maintenant je vais aller vers mon layout. Ben, je vais lui dire, je veux également ajouter un link, un navlink, que je vais appeler person. Et là, je vais aller vers
la route person. Bah, qu'est-ce que je vais avoir? Regardez. Alors j'ai ici, parce que je n'ai pas les données dans la base, donc je vais insérer quelques données dans la base. Bah, je peux les saisir, il n'y a pas de problème. Ici. Regardez, je vais faire new. Je vais ajouter une personne user avec cette adresse là, submit. Alors ici, il y a un souci dans la base de données. Alors 200. Attendez. Alors, ça, c'est la validation du formulaire, donc il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, tout devrait marcher correctement. Alors, je vais vérifier est-ce que j'arrive déjà à insérer des données au démarrage. Alors, pour cela, donc, je vais créer un bin au démarrage, donc dans l'application. Je vais faire command line runner, return, ce qu'on fait d'habitude. Je vais utiliser la notation bin. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais injecter person repository. Je fais une boucle for i égale à 1 jusqu'à 0 jusqu'à 100. Je vais utiliser person repository.save. Je vais créer une personne égale person.build. Alors pour le name, je vais utiliser un UUID. Quelque chose d'aléatoire. Et pour le email, je vais utiliser la même chose, UUID.random. Et je vais prendre ici .toString. Je vais prendre que de 0 jusqu'à 8 caractères. Parce que le string là, il est très long. Et je vais ajouter plus @gmail.com. Et là, je vais prendre également substring de 0 jusqu'à 8. C'est-à-dire, je génère aléatoirement une chaîne de caractères avec 8 caractères. Et puis, je vais l'enregistrer dans la base de données avec person repository.save person. Là, je redémarre. Alors, techniquement parlant, je devrais trouver dans ma base de données ça. Alors, ça, c'est actualisé. Donc, je vais faire un refresh pour les tables. Bon, il y a déjà une erreur. S'il y a erreur. Alors, person sequence does not exist. Oui. Alors, ici, je vais aller vers person. Alors, peut-être, on va s'arrêter là. Donc, on laissera cette partie. Alors, person, il est où la classe? La classe person. Alors, person, ça c'est la partie Java. Oui, elle est là. Alors ici, generated value, je vais utiliser stratégie, identity. Alors si ça passe pas, donc je laisserai ça, c'est pour la dernière séance de la prochaine fois. Parce que normalement, il devrait, bon ça c'est de manière classique, il devrait nous générer la table. Ici, il y a un problème, la relation person does not exist. Parce que tout simplement, et il faut lui dire ça, hein, parce qu'il y a le... Il faut lui dire ça. Pour GPA DDL generate égale à true. Alors, ça veut dire que ça c'est de GPA, c'est-à-dire je lui dois au démarrage, génère-moi la base de données. C'est que chaque entité qui est créée, elle va lui générer une table correspondante. Vous pouvez utiliser DDL auto égale, etc. Bon, vous voyez donc ici, a priori, ça passe.
ça passe. Alors si vous faites actualiser, refresh, vous voyez donc ici il y a person qui est là, la table personne a été créée. Ici la table personne a été créée, donc ça veut dire il y a les données. On va regarder notre application, actualiser, et voilà. Vous voyez donc ici j'ai la liste des personnes, j'ai le filtre. Je veux chercher par exemple, je peux filtrer 01, je peux chercher par les adresses mail, je peux ajouter une nouvelle personne. Ici, user save. Alors vous voyez donc ça a été ajouté. Elle est là. Hein? Je peux éditer. Si je clique, je vais dire au lieu du user, je vais mettre ça, save. Là ça a changé. Bon, ça c'est tout simplement, ça permet d'accélérer le développement. Donc, vous voyez donc les opérations CRUD, vous n'avez pas besoin de passer 50 jours. Vous pouvez les faire assez rapidement avec ça. Mais après, si vous voulez personnaliser les opérations, etc., vous voyez donc vous pouvez faire des late également. Si vous voulez personnaliser ça, bon, ça c'est c'est pas assez compliqué de toute façon. Je laisserai quelques vidéos sur l'utilisation de Vaadin, comme ça avec Spring. Et comme ça, donc, si vous avez vraiment un développement full stack Spring et React, et si vous voulez, voilà, donc si vous voulez aller plus vite par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, donc vous pouvez travailler comme ça. Bon, j'ai débordé dans le temps. Alors s'il n'y a pas de questions, donc vous voyez donc voilà votre chat, vous avez une application assez rapidement créée comme ça. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Vous avez faim? Voilà, donc je vous laisse aller manger. Après, bon, le dimanche prochain, on a les soutenances. On va commencer les soutenances des PFE pour les deuxième années. Donc probablement il n'y aura pas de cours dimanche prochain. Et donc comme on va terminer la semaine prochaine, donc il y aura un cours qui vous reste avec Monsieur Bousleham et un cours qui reste encore avec moi. Et comme ça, on va boucler l'année. Donc comme ça, on est vraiment fait les timings parce qu'on a prévu le 15 juillet, il faut qu'on termine. Alors après, s'il reste des choses, il faut savoir qu'en deuxième année, vous aurez encore la suite de tout ça. Donc ça peut être intéressant. Mais donc ce qui est très important maintenant, il va falloir être à jour. Donc vous avez l'activité pratique, ce que j'ai fait la dernière fois et ce que je fais aujourd'hui. Donc ça fait partie des livrables qu'il va falloir déposer sur Classroom. Donc vous allez enchaîner, il faut travailler sur ça. Okay? Et le plus important cette année-là, c'est vraiment, vous voyez, c'est une année trop chargée. C'est très riche. Alors maintenant, c'est à vous de profiter du maximum que vous pouvez. Alors, deuxième année, il n'est pas aussi chargé que ça. Parce qu'en deuxième année, il y a un semestre et l'autre semestre, c'est le stage ou bien le PFE. Donc, c'est-à-dire qu'en deuxième année, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu retenir bien de la première année, il va falloir regarder le mois d'août. Vous essayez de réviser des choses et de monter en compétence sur des choses. Mais le plus important, c'est déjà, il faut commencer à avoir quelque chose en main que vous maîtrisez. Pas tout ça. Oui, tout ça, c'est important. Il faut connaître un peu de DevOps, un peu sur l'intelligence artificielle, connaître l'ingénierie développée. Mais entre ça et ça et ça et ça, mais il faut à un moment donné dire, voilà, moi, dans l'intelligence artificielle, je suis parti très loin. Et ou bien dans l'ingénierie logicielle, je suis parti très bien, je suis prêt. Ou bien vous dites dans DevOps, je suis prêt. Et comme ça, votre PFE, vous allez commencer à cibler le métier qui vous convient. D'accord? Et sachez que quel que soit le métier que vous allez choisir, alors vous aurez besoin de l'intelligence artificielle, vous aurez besoin de ça, de développement, et vous aurez besoin du DevOps. Donc il vaudrait mieux avoir un peu les capacités, enfin, c'est-à-dire ces compétences-là. Ben, je vais prendre une photo avec ceux qui sont là. Et après, donc, voilà.